Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct de Colombier-Saunieux pour l'arrivée de cette troisième étape de l'Alpe d'Isère Tour. Sous une grosse chaleur aujourd'hui qui va accompagner les coureurs tout au long des 174 km de cette étape. Troisième étape après deux superbes journées que nous avons déjà vécues mercredi à Charvieux-Chavagneux et hier bien sûr pour l'étape entre Saint-André-le-Gaz et la commune de Four qui nous a réservé un final totalement fou sur un circuit de 11 km qu'il fallait parcourir à deux reprises dans le final. Une étape qui en développait 144 des kilomètres et qui a vu la victoire de Noah Isidore pour le team CIC-U Nantes Atlantique qui est venu s'imposer dans un sprint à une soixantaine de coureurs. Un final parfaitement maîtrisé, une étape parfaitement maîtrisée par le CIC-U Nantes Atlantique qui était Jean-Claude présente dans le groupe de tête. Et puis finalement à la fin c'est un très jeune qui vient remporter le sprint, Noah Isidore. Exactement, oui, bienvenue donc Lilian là sur les routes de l'Alpe d'Isère Tour. C'est avec effectivement un chaud soleil puisqu'on nous annonce des températures de l'ordre de 27 degrés sur les routes du Rhône et de l'Isère, puisque aujourd'hui cette étape elle emprunte deux départements, c'est l'étape des contours de l'Est lyonnais. Voilà, donc on a vu tout à l'heure passer les coureurs une première fois ici sur la ligne d'arrivée tracée à Colombier-Saunieux et déjà une échappée à 4, mais derrière, effectivement, les coureurs de Nantes Atlantique, qui se sont d'ailleurs illustrés hier, effectivement, emmenaient une chasse qui va être très difficile. Une chasse difficile parce qu'on voit le classement général, il s'est affiché, les écarts sont faibles, Noah Isidore n'est qu'à 8 secondes au classement général, donc en troisième position. Elle porte d'ailleurs aujourd'hui le maillot blanc de meilleur jeune, on lui a confié ce maillot qui est normalement sur les épaules du leader du classement général, Jordan Abetz. Michael Boros est toujours deuxième de ce classement à une petite seconde pour la formation Elkoff. Des écarts extrêmement faibles donc pour essayer peut-être de renverser le classement dès aujourd'hui sur un circuit qui ne sera pas forcément le plus propice. Il faut le dire, deux grandes boucles aujourd'hui d'à peu près 85 km pour tourner autour de Colombier-Saunieux. Quelques petites difficultés, mais globalement on est vraiment sur l'Est lyonnais, le territoire d'ailleurs de la communauté de communes de l'Est lyonnais, et le Nord Isère dans ce qu'il a finalement de plus plat. Ce ne sera pas les grandes empoignades d'aujourd'hui, Jean-Claude. Oui, à n'en point douter, effectivement, c'est une étape sans difficulté apparente. Il y a 4 classements seulement pour le meilleur grimpeur et ce sont des classements donc, de côtes répertoriées en 4e catégorie, c'est-à-dire les côtes les plus faciles, ce qui prouve qu'effectivement, même si ce n'est pas tout à fait plat comme une savonnette, comme on le dit dans le jargon cycliste, ça y ressemble beaucoup. Voilà, donc effectivement, il y a deux circuits, c'est l'originalité de cette étape. Je dirais que c'est un peu une nouveauté sur les routes de l'Alpe d'Isère Tour où le comité d'organisation, le COTNI, n'avait pas trop l'habitude de ce genre de situation. Là, on a deux boucles identiques. Donc c'est plutôt sympathique ça. D'ailleurs les coureurs effectivement apprécient puisque ça leur permet de repérer les points dangereux. Tout à fait, cela permet de repérer le final notamment puisqu'ils y sont passés il y a quelques minutes. Vous découvrez le profil effectivement de ces deux grandes boucles avec deux reprises donc ces ascensions du côté de Grenay et de Bel-Air avec un final donc à maîtriser dans les rues de Colombier-Saunieux qui a vu déjà les coureurs passer une fois et se disputer notamment le sprint en heure. On y reviendra, on va revenir d'abord sur ce qu'il s'est passé à midi précise avec le départ donné fictif aux 123 coureurs toujours en lice. Départ réel donné quelques kilomètres plus loin avec les premières offensives. Déjà, on a vu des échappées prendre un petit peu de champ les jours précédents. Elles en ont pris beaucoup plus aujourd'hui puisqu'on avait un écart qui est monté à plus de 7 minutes il y a un instant pour les 4 concurrents de tête. 4 concurrents que nous allons retrouver dans un instant en direct pour les 70 derniers kilomètres de cette étape. Ce sera juste après avoir entendu le mot de bienvenue de M. Paul Vidal, président de la communauté de communes de l'Est lyonnais qui nous accueille aujourd'hui. L'Alpe d'Isère Tour et la communauté de communes de l'Est lyonnais, c'est déjà une vieille histoire, mais une très belle histoire. Je remercie Michel et toutes ses équipes pour cette organisation exceptionnelle qui permet de montrer à tous nos concitoyens ce qu'est le cyclisme et qui, d'année après année, attire de plus en plus de monde sur les routes de notre communauté de communes. Vous me demandez si j'ai un très bon souvenir de l'Alpe d'Isère Tour. En effet, j'en citerai qu'un, malgré que j'en ai plusieurs, c'est que tous ceux
ma commune, a été la première commune du Rhône à accueillir le Rhône-Alpes Isère Tour à l'époque, auquel j'étais très attaché. Et la communauté de communes, désormais, a pris le relais et reste encore la seule collectivité du Rhône à aider une course qui s'appelle désormais Alpes Isère Tour, que je ne conteste plus et qui est une parfaite réussite. Et c'est pourquoi, jusqu'en 2026, nous serons vos partenaires. Vous me demandez pourquoi cet engouement pour le cyclisme. J'ai participé 5 fois à Lyon-Mont-Blanc, 1 fois la Marmotte et 2 fois Saint-Étienne-le-Sommier du Puy-de-Dôme. J'ai une période cyclotouriste intense où je me suis vraiment amusé à faire du vélo sur les routes de notre très belle région qui est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Michel, merci à toutes les personnes et tous les bénévoles qui travaillent dans cette magnifique organisation qu'est l'Alpes Isère Tour. Eh bien, merci à Paul Vidal et à la communauté de communes de l'Est lyonnais qui nous disait justement en interview un intérêt pour l'Alpes Isère Tour et sa volonté surtout de prolonger ce partenariat jusqu'à 2026. Au moins, c'est ce qu'on peut souhaiter en tout cas, mais un grand merci à ces collectivités d'accueil qui permettent de voir s'exprimer les coureurs aujourd'hui. Théâtre du jour, l'Est lyonnais dans le département du Rhône et avec quelques excursions en Isère, cela reste l'Alpes Isère Tour et surtout avec 4 coureurs en tête, vous les découvrez ici à l'image avec Clément Carizé, le coureur de la formation de Charvieux-Chavagneux Isère Cyclisme qui avait fait un passage chez les professionnels où il avait notamment remporté une étape du Tour du Poitou-Charentes. On retrouve l'Italien Raphaël Mosca pour l'équipe Q36 Cycling Team, un coureur français avec Victor Jean pour l'équipe AG2R Citroën U23, lui qui avait brillé sur une étape du Tour du Beaujolais la saison dernière, l'un des plus jeunes de cette équipe, un garçon qui vient succéder finalement à Gabriel Fédé, son coéquipier qui hier était présent dans le trio de tête. Et bien aujourd'hui c'est au tour de Victor Jean de faire le boulot pour l'équipe AG2R Citroën U23. Et puis pour compléter ce quatuor, Théo Thomas, un garçon dont on connaît les capacités en cyclocross mais qui s'était également illustré sur la route récemment en levant les bras sur le Tour du Loiret. Donc 4 coureurs en forme que nous retrouvons ici à l'image avec un écart qui était monté jusqu'à plus de 7 minutes mais qui, Jean-Claude, se réduit déjà sous l'impulsion des coureurs du CIC Nantes Atlantique en tête de peloton, l'écart qui redescend déjà à 5 minutes 35. Oui, effectivement, en quelques 20 km, là, l'écart s'est considérablement réduit depuis pratiquement le passage sur la ligne d'arrivée. C'était la fin du premier tour, des premiers 87 km d'ailleurs. Et c'est vrai que derrière, on ne chôme pas. On a vu effectivement les couleurs du CICU Nantes Atlantique très attentifs et très à l'offensive. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, ils ont une belle carte à jouer, effectivement, ces coureurs de Nantes Atlantique qu'on a vu hier briller, bien sûr, et remporter cette deuxième étape. Cette échappée, donc, elle est à 4, 3 coureurs français, 1 coureur italien. On va dire que c'est la première fois, mon cher Lilian, que l'on voit donc les Français en nombre dans les échappées, donc, et ça fait plaisir. 3 coureurs français, 1 coureur italien, et on retrouve là maintenant l'avant-garde du peloton avec toujours ces coureurs au maillot bleu, donc du CICU Nantes Atlantique. Ils sont dans le mur, je crois, de Grenay, dans la côte de Grenay, me semble-t-il. C'est le deuxième passage, c'est une côte classée en 4e catégorie, donc. Et il restera au sommet de la côte, logiquement un petit peu moins de 70 km avant de rejoindre Colombier-Saunieux et bien entendu avant la ligne d'arrivée. Donc cette côte de Grenay, c'est l'avant-dernier classement comptant pour le Grand Prix de la Montagne. Le dernier sera disputé au sommet de la côte de Bel-Air, qui est d'ailleurs un col. Hein. Cette côte de Bel-Air, elle est appelée col de Bel-Air. Col de Bel-Air qui avait été emprunté plusieurs fois par les coureurs du Tour de France, mais c'était dans un sens, on va dire, nord-sud, et par les coureurs du Critérium du Dauphiné, qui à l'époque s'appelait le Dauphiné libéré, qui aujourd'hui s'appelle le Dauphiné tout court. Voilà donc la côte de Grenay. Un revêtement qui n'est pas idéal, hein, Lilian, c'est le moins que l'on puisse dire, mais on est en côte, donc ça n'a pas, je dirais,
de grosses incidences. Alors que l'on va retrouver les images de la tête de course qui, on l'a vu, chercher du ravitaillement. On a vu beaucoup d'assistants dans cette côte. On imagine qu'on est allé attraper les bidons, en tout cas pour ces garçons, avec effectivement la chaleur qui va peser aujourd'hui. Alors on a des coureurs qui en ont l'habitude, mais c'est vrai qu'on arrive finalement au début de l'été et ces premières chaleurs peuvent être un petit peu délicates. On va parler justement de ce qui vient de se passer du côté de la côte de Granet. Alors en attente du résultat officiel du passage au sommet, c'était juste avant notre prise de direct, mais à savoir qu'il n'y aura pas de changement notoire du côté du classement du meilleur grimpeur, puisque Gabriel Fédé est leader. On va passer en revue ces différents classements, puisqu'au classement général, le maillot jaune de leader est toujours sur les épaules de Jordan Abetz. Une seule seconde d'écart qui le sépare de Michael Boros pour l'équipe Elkoff. Noah Isidore, hier, avec ses 10 secondes de bonification, est remonté en 3e position à 8 secondes. Dans le même temps, on retrouve Artem Schmitz. Pepijn Renderink complète le top 5 provisoire. C'était à l'arrivée, hier en tout cas, de l'étape. Du côté du classement par points, Jordan Abetz avait fait le plein le mercredi. Pas de changement dans ce classement. Noah Isidore a pris les 25 points à l'arrivée hier. Donc attention, là on pourrait avoir un changement si Noah Isidore vient chercher à nouveau une belle place aujourd'hui dans un sprint éventuel. Cela pourrait éventuellement bouger. Le Grand Prix de la Montagne, on l'a dit, il n'y aura pas de changement maintenant. Gabriel Fédé avait 20 points, il en a même repris un au début d'étape, c'était au sommet de la côte de Granet sur le premier passage, donc de quoi se mettre un petit peu en sécurité. Il ne sera plus prenable aujourd'hui avec le nombre de points qu'il reste à attribuer, donc il n'y aura pas de changement dans ce classement si Gabriel Fédé rallie l'arrivée, ce qu'on lui souhaite évidemment. Du côté des jeunes, Jordan Abetz reste leader, bien sûr, un maillot jaune et un maillot blanc qu'il a confié aujourd'hui à Noah Isidore, deuxième de ce classement, donc des moins de 23 ans. Voilà pour ces différents classements. On termine avec la combativité, le classement du combiné sur les routes de l'Alpe Isère Tour, puisqu'on additionne et les points du Grand Prix de la Montagne et les points des sprints intermédiaires. Et bien hier, avec la journée de Gabriel Fédé à l'avant, il a fait le plein. Et là aussi, ça va être compliqué d'aller faire évoluer ce classement pour celui qui est également leader du classement des sprints intermédiaires. Voilà donc l'intérêt finalement, Jean-Claude, d'être dans ces échappées, comme on l'a vu hier, avec l'occasion d'exister, de monter sur le podium avec différents maillots. C'est le cas de Gabriel Fédé. Oui, en tout cas, nous sommes à la 3e étape de l'Alpe Isère Tour, qui en comporte, je le rappelle, 5 au total. Et depuis le départ, ça n'arrête pas de bouger. Depuis la première étape, donc c'est parti bille en tête, effectivement, échappée sur échappée. Là, on a vraiment une très très belle échappée, effectivement, qui s'est dessinée donc au début de cette 3e étape. Une étape qui est longue aussi, 175 km. On a donc 30 km de plus que les 2 premières étapes. On va monter aussi en gamme dès les premières rampes du Vercors. Ce sera demain samedi. Et on s'aperçoit au fil des jours de l'importance de ces étapes qui, en tout cas, permettent à des coureurs, à des rouleurs, des baroudeurs de se mettre en évidence. C'est le cas de Théo Thomas, de Clément Carizet. Je pense que Clément, c'est un garçon qui a affiché ses intentions au début de cette 32e édition de l'Alpe Isère Tour. Il voulait absolument remporter une étape. Et il montre aujourd'hui qu'à 31 ans, il a toujours effectivement une belle impression. En tout cas, il donne vraiment tout ce qu'il peut, la Clément Carizet, pour essayer de remporter au nom du CCIC, bien sûr, du Charvieux-Chavagneux Isère Cyclisme, au moins une étape. Raffaele Mosca, c'est le coureur de nationalité italienne. Les Italiens sont venus en nombre cette année sur les routes de l'Alpe Isère Tour, avec notamment une équipe Green Project Bardiani CSF qui est composée uniquement de coureurs italiens, et puis une autre formation continentale, la Q36, donc, qui a pas moins de 3 coureurs italiens en son sein. Et puis en définitive aussi, on retrouve toujours les talentueux coureurs d'AG2R, avec notamment Victor Jean. Victor Jean, c'est le coureur qui est en 4e position actuellement avec le dossard 194. Victor Jean, donc, qui a pris, j'allais dire, la succession de l'italien d'AG2R, Fédé, donc qui hier nous a
vraiment gratifié d'une étape, on va dire, sensationnelle. Une étape sensationnelle pour cette équipe AG2R Citroën, alors que l'on retrouve la formation Elkov Casper qui emmène effectivement ce peloton avec les coureurs du CICU Nantes Atlantique. Yann Barta qui est celui qui a été désigné pour rouler finalement un rouleur expérimenté. Alors je ne sais pas si ça lui ferait plaisir qu'on le dise, mais c'est le plus vieux de cette Alpe Isère Tour. On va dire le plus expérimenté, un coureur qui a couru 3 fois le Tour de France, qui a été 7 fois champion de République tchèque du chrono, une fois sur la route, et qui continue d'exercer le cyclisme à haut niveau, pas au niveau qu'il était il y a quelques années, bien sûr, que lorsqu'il évoluait en World Tour, mais un garçon qui continue d'exister, en tout cas dans cette équipe Elkov Casper, et qui se met à la planche. C'est assez remarquable de voir des coureurs comme cela qui assurent le tempo, parce que c'est vrai qu'on a plusieurs cartes à jouer dans cette équipe Elkov. Michael Boros est deuxième du classement général. Hier, on a vu Dominique Neumann signer un superbe final également. Donc du côté des Tchèques, là aussi, c'est l'occasion d'afficher les ambitions et d'assumer ses responsabilités sur des portions qui sont clairement plus favorables à un peloton et qui sont très favorables à des rouleurs, puisque alors on est sur des routes sur lesquelles bien sûr on passait déjà la saison passée, mais avec quelques variantes. Aujourd'hui, on ne va pas traverser la commune de Valençay, on va tourner autour, ce petit village perché qu'on était allé chercher la saison dernière. Et bien ici, on va tourner autour, rester un petit peu plus sur les vallées. Bon, au moment où je parle, on voit les cours dans une portion montante, mais qui ne sera pas très longue, puisque à moins de 65 km de l'arrivée, il ne reste encore une fois qu'une seule ascension répertoriée. Et ce sera donc cette côte de Bel-Air depuis Villette-sur-Vienne en direction de Chaponnet pour aller chercher quelques points précieux encore dans le classement du meilleur grimpeur. Les assistants ont fort à faire aujourd'hui, puisqu'on voit beaucoup de points de ravitaillement. On rappelle qu'il fait chaud, il fait plus de 27 degrés aujourd'hui sur les routes de l'Alpe Isère Tour. Oui, il fait vraiment une belle chaleur, un vent modéré, mais vraiment une très très belle chaleur. Et on va dire que c'est pratiquement le premier jour de course où on aura une chaleur persistante tout au long de cette étape. Ça va peut-être en surprendre plus d'un, certainement. Et il y a des coureurs qui adorent rouler sous la chaleur et d'autres qui préfèrent la pluie. Ça, c'est un éternel dilemme, bien entendu, dans le cyclisme. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un temps idéal pour rouler à vélo et, disons, participer à ce genre de course. Je suis surpris que l'écart soit toujours à 5,35. J'aimerais effectivement avoir plus de précision sur l'écart séparant les 4 hommes de tête du peloton. Il est stabilisé, on va pouvoir le confirmer. 5,35, c'est les derniers écarts qui nous sont communiqués il y a quelques instants. Et alors peut-être que l'ardoisière va nous faire mentir. Je crois avoir aperçu toujours en tout cas un écart au-delà des 5 minutes. Donc pas de changement pour l'instant. On gère du côté de l'échappée, mais surtout du côté du peloton qui essaie de maintenir cet écart raisonnable, de quoi provoquer peut-être un sprint massif tout à l'heure pour l'arrivée à Colombier-Saunieux. Pour l'instant, en tout cas, en tête de course, on ne se pose pas plus de questions. On y va, et signe qu'on croit en les échappés, c'est Clément Carizet, qui est pourtant un garçon qui va très vite au sprint, qui chez les pros avait brillé sur le Tour de Poitou-Charentes lorsqu'il était sous les couleurs de la formation Go-Sport Roubaix Métropole, d'ailleurs qui vient de se transformer en Van Rysel Roubaix Métropole, nouveau partenaire. Et bien lui, lorsqu'il était dans cette équipe, avait remporté cette étape du Poitou-Charentes. Et bien aujourd'hui, on ne mise pas sur le sprint pour Clément Carizet, on mise sur cette échappée, signe qu'on doute quelque part de la capacité des principales formations du peloton à contrôler la situation. Pour l'instant, elle semble sous contrôle, mais on verra tout à l'heure. À Charvieux, il y a 2 jours, on n'aurait jamais imaginé que l'échappée aille au bout, et pourtant elle a conservé 5 secondes d'avance, permettant à Jordan Abetz d'être maillot jaune. J'ai l'impression qu'on s'affole un petit peu, ceci dit, du côté des formations, puisque les coéquipiers du maillot jaune pour la formation Metec viennent se porter à l'avant du peloton également. Oui, tout à fait. Il y a un intérêt, j'allais dire, un intérêt commun entre les équipiers du maillot jaune et les équipiers de Michael Boros, deuxième, je le rappelle, à 1 petite seconde seulement. C'est la raison pour laquelle Yann Barta, qui est une véritable machine à rouler, qui est le capitaine de route de cette formation Elkov Casper. Yann Barta était aux avant-postes tout à l'heure avec un leader, disons, un patron d'équipe de ce niveau-là. C'est vrai qu'on peut effectivement
se friser les moustaches, parce que quand Yann Barta, je dirais, il envoie du lourd, et c'est sûr que là derrière, il suffit de prendre la roue et de bien s'accrocher, et tout en s'abritant merveilleusement bien aussi. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que dans ce cyclisme moderne, il y a des coureurs qui ont été un petit peu, j'allais dire, malchanceux. Clément Carizet, c'est l'archétype même du coureur un petit peu victime de ce qui se passe dans le cyclisme professionnel. Il était chez Israël, il n'a pas pu rester. Il passe chez Delco s'arrête. Il passe chez Roubaix s'arrête. On va presque dire que la poisse le poursuit, et Clément, malheureusement, a, je pense, tiré un trait, bien sûr, sur toute éventualité d'une autre carrière professionnelle. Il a 31 ans, il est devenu père de famille en plus. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un vrai et beau capitaine de route pour l'équipe de DN1 du Charvieux-Chavagneux-Isère Cyclisme. Mais c'est vrai qu'à 31 ans, il ne peut plus nourrir d'espoir de rejoindre maintenant des structures professionnelles, n'est-ce pas? C'est certainement vrai, mais hier, il nous a émerveillés quand même dans le final. C'est vrai que même si ses chances sont comptées de rejoindre à nouveau une équipe pro, eh bien hier, on l'a vu rivaliser en tout cas au premier rôle avec des coureurs de talent. Lorsque c'était un petit peu sauf qui peut dans le final, eh bien Clément Carizet faisait partie de ceux qui ont tenté leur chance. Et aujourd'hui, il remet le couvert. Donc chapeau à ce garçon de Charvieux-Chavagneux-Isère Cyclisme. Alors qu'on est dans les petits... Petite courbe ici, on va redescendre maintenant sur une portion plus roulante, et on a vu justement le peloton traverser Eyrieux, aborder un tout petit mur. On a une pente à 8-9% ici sur quelques mètres. Juste de quoi se hisser sur un petit plateau en direction de Valencin, et puis on reprend tout de suite la direction sud pour rejoindre la vallée. Donc pas de mur significatif avant cette côte, ce col de Belair qui attendra les coureurs. Mais avant ça, il va y avoir cette longue portion plein ouest en ligne droite. Encore une fois, pas forcément favorable à une échappée. Une échappée de 4 coureurs, peut-être là aussi. Attendait-on plus de monde? Hier, ils étaient 3. On a eu la réaction de Truls Nordhagen, le Norvégien, à l'arrivée, et qui nous disait, ben voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de volontaires pour aller en échappée. Cela nous aurait bien servi. Une fois qu'on s'est retrouvé à 3, il fallait y aller, mais il y avait un petit peu de regret dans sa voix. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu la même situation, seulement 4 coureurs en échappée. C'est des forces limitées sur ces routes qui sont exactement l'illustration de ce que je disais. On va avoir des longues lignes droites avec effectivement des portions très roulantes, plus favorables à un peloton massif. Oui, tout à fait. En tout cas, on vient d'assister donc au ravitaillement. Les assistants ont un gros travail aujourd'hui. Avant le départ, donc j'avais regardé effectivement et pris connaissance du roadbook. Donc il était dit ravitaillement interdit dans les 20 premiers kilomètres comme dans les 20 derniers. Je ne sais pas si les arbitres UCI ont modifié, disons, ce règlement qui vaut que dans les 20 derniers kilomètres, effectivement, on ne peut plus ravitailler. On verra bien entendu au fur et à mesure des kilomètres s'il en est toujours ainsi. En tout cas, dans l'échappée, on s'entend très très bien. Les coureurs français et l'italien Raffaele Mosca font leur part de travail, et c'est effectivement, disons, impressionnant de voir l'allure à laquelle donc roulent ces coureurs. Je rappelle qu'on a des moyennes tout à fait surprenantes. Voilà, Clément Carizet, donc c'est le coureur qui porte le dossard 153 et le maillot rose du Charvieux-Chavagneux-Isère Cyclisme. Derrière lui, donc le 194, c'est Victor Jean, le coureur d'AG2R Citroën U23. On devrait retrouver en troisième position donc le troisième français, dossard 185 ici à l'écran, le français Théo Thomas, le coureur de Villefranche-Beaujolais, et dans le roue donc l'italien Raffaele Mosca, le dossard 134, le coureur de l'équipe Continental Q36, Continental Cycling Team, donc équipe, je crois, qui est inscrite en Italie, hein, semble-t-il, Lilian. Ce qui prouve d'ailleurs tout l'intérêt de cette épreuve et l'internationalisation de l'Alpe Isère Tour. Pas moins de 20 nationalités présentes dans cette 32e édition, avec
peut-être une majorité effectivement de coureurs français, mais beaucoup de coureurs étrangers. Oui, et dans cette formation Q36, on a autant des Italiens que des Colombiens et des Érythréens également pour illustrer effectivement ce que tu disais sur le côté très international maintenant du cyclisme, alors que nous on entre dans les 60 derniers kilomètres, qu'on est sur les bases de 42 km/h de moyenne. Voilà, on est pile dans la moyenne, moyenne. Voilà, c'est pas la moyenne haute, c'est pas la moyenne basse, mais on est voilà, sur le planning que l'on avait imaginé, les coureurs qui continuent leur marche en avant, donc à 42 km/h de moyenne, et on devrait vraiment en terminer un petit peu plus fort. En tout cas, on est sur des portions clairement roulante, avec toujours les coureurs d'Elkoff, avec la formation CIC Nantes Atlantique, avec également la Metec, les coéquipiers du maillot jaune, qui hier n'avaient pas quitté les 5 premières positions, et un peloton qui s'étire un petit peu. Chacun cherche à s'abriter derrière le rouleur de ce peloton, Yann Barta. Voilà, on va donc traverser la localité de Saint-Just-Chalessin pour rejoindre celle de Villette-de-Vienne. Et à Villette-de-Vienne, donc, ce sera le début de la dernière ascension du jour, donc l'ascension du col de Bel-Air, qui doit se situer à peu près autour de 400 mètres d'altitude. Vous voyez que c'est pas très haut. Et il est en 4e catégorie, ce col de Bel-Air. Et sur la moyenne médiane, on va dire, le sommet du col devait être franchi vers aux alentours de 15h11 minutes. Je pense qu'on est tout à fait effectivement dans cet horizon-là. Moyenne donc de 42 km/h pour l'instant. Ça peut peut-être s'accélérer effectivement dans les derniers kilomètres, pourquoi pas, alors qu'on voit donc la voiture du Vélo Club de Villefranche-Beaujolais rejoindre son coureur qui avait demandé l'assistance. Les coureurs donc qui peuvent effectivement demander à tour de rôle la présence de leur directeur sportif. Et on voit Victor Jean qui tire la langue. Et donc, signe de la chaleur aujourd'hui qui règne, et puis de l'effort consenti par ses coureurs. Victor Jean pour la formation AG2R Citroën U23 qui eh bien, commence à en avoir plein les pattes. Il faut dire qu'on est parti tôt dans cette échappée, mais pour l'instant, eh bien, on continue de faire sa part du travail. 57 km encore à tenir, avec un écart d'un peu plus de 5 minutes. Maintenant sur le peloton lancé à vive allure derrière cette échappée. Regardez cette image sur cette portion légèrement descendante. Eh bien, on plonge là aussi sur le retour vers ses lignes droites. 5 minutes 10, l'écart qui est donc encore un petit peu descendu. Et un peloton qui ne veut pas laisser passer sa chance aujourd'hui, avec la dernière opportunité d'un réel sprint massif. On va rappeler ce qui nous attend évidemment ce week-end, puisque demain ce sera une petite excursion dans le Vercors. On quittera la communauté de communes entre Bièvre et Rhône, à Monster au milieu, pour s'aventurer dans les contreforts du Vercors. Une arrivée qui sera jugée à Saint-Maurice-l'Exil, là aussi avec un circuit final. Et puis la grande étape dimanche, la grande étape de montagne, la grande étape de la Chartreuse. On quittera Saint-Thibaud-de-Couz pour 161 km en allant chercher eh bien, d'ores et déjà une ascension en direction du col du Cucheron, ce qui sera l'occasion de passer une première fois sur la ligne. On ira chercher le col du Granier. On redescendra de l'autre côté pour aller chercher ensuite ce qu'on a appelé le col du Petit Granier, c'est-à-dire qu'on va remonter le Granier, pas exactement jusqu'au bout, mais c'est bien la montée du Granier, pour repasser encore la côte des Petites Roches, le col de Porte en Juge de Paix. Voilà ce qui nous attend un petit peu pour la journée de dimanche, clôture de cette Alpe Isère Tour. Pour l'instant, on reste dans la plaine, on reste du côté des sprinteurs, et hier, un sprint un peu particulier. Ils sont arrivés à une soixantaine, la victoire d'un jeune Français, Noah Isidore. On va entendre ce qu'il nous disait ce matin au départ et nous expliquer comment il avait récupéré de cette sacrée victoire. Direct. Donc, question simple finalement, comment ça va aujourd'hui? Comment tu as récupéré? Comment on dort après une journée comme celle d'hier? C'était beaucoup de plaisir. Avant de dormir, j'ai eu beaucoup de messages. Donc après, ça trottait dans la tête, mais ça va, j'ai réussi à bien dormir. Ce matin, je me sens bien reposé, donc ça va. Oui, d'autant que ça va être une étape nerveuse. Comment tu la sens aujourd'hui? Moins de terrain d'expression qu'hier, mais une étape où il faudra être prudent. Ouais, c'est ça. On passe dans beaucoup de villages, beaucoup d'îlots, de rétrécissement, donc va falloir être attentif, bien placé. Je pense que ça peut tomber si les gens, si les coureurs font pas attention, donc ouais, va falloir faire gaffe. Eh bien, on souhaite bon courage à toute ton équipe. On peut applaudir encore une fois Noah.
particulièrement en confiance effectivement hier et en confiance aujourd'hui, alors que l'on retrouve justement l'un de ses coureurs à l'avant, puisque c'est le Polonais Hubert Grekowski qui a assuré la poursuite. On a aperçu Jan Barta, Noah Isidore est justement dans les 5 premières positions, avec également le champion de République tchèque que l'on voit pointer le bout de son nez, Matej Zahalka, idéalement placé. Voilà, donc je crois que le leader est assumé, Noah Isidore. On le retrouve ici à l'image, 3e du classement général. On lui a confié aujourd'hui le maillot blanc de meilleur jeune, dont il est 2e. Le leader, c'est Jordan Abetz, leader du classement général, et Noah Isidore donc, qui nous disait voilà, on a bien récupéré, on est prêt à repartir, peut-être pas à l'attaque, mais en tout cas prêt à repartir pour un sprint éventuel tout à l'heure, alors que l'on aperçoit également donc les 3 premiers du classement général sont dans les 10 premières positions, puisqu'on a aperçu Jordan Abetz ici au fond avec son maillot jaune. Le 2e porte le maillot vert, c'est Michael Boros, et puis le maillot blanc, 3e, Noah Isidore. Oui, c'est étonnant de voir la forme qu'affiche ce jeune coureur qui est Noah Isidore, 18 ans. C'est un vrai talent, hein, franchement. Remporter la victoire hier et être aujourd'hui donc devant. Il n'a pas dit son dernier mot, c'est sûr. C'est vrai que franchement, moi, c'est un jeune garçon qui est pétri de classe et de talent. Et bien entouré. Alors il a perdu Enzo Boulet hier dans la journée, qui n'est pas allé au bout de la 2e étape. En revanche, c'est vrai qu'hier on a eu des garçons à l'avance, et Yael Joalan qui avait pris l'échappée, comme pour se faire un petit peu oublier dans le peloton du côté du CIC Nantes-Atlantique, qui finalement ressortir encore plus fort dans le final. Et bien Noah Isidore qui avait d'ailleurs tenté de prendre quelques offensives dans le final, et à l'arrivée c'est au sprint qui est allé chercher cette splendide victoire d'étape, alors que l'écart est passé sous les 5 minutes. Ça y est, au moment d'aborder bientôt la côte de Bel-Air, les coureurs qui continuent leur marche en avant avec la traversée de l'Usinet et bientôt la traversée de Villette-de-Vienne, qui sera le pied du col, le col de Bel-Air. Oui, ça roule vite hein, au sein du peloton. On voit que le peloton est assez étiré. Donc ça prouve qu'effectivement, sous l'impulsion des coureurs de Metec, d'Elkoff, du CICU Nantes Atlantique, effectivement, ça explique pourquoi les écarts tombent maintenant. Donc, alors que nous sommes à 52 km 600 de l'arrivée, l'écart est tombé à 4,45. On va dire, Lilian, que c'est parfaitement bien maîtrisé. C'est bien maîtrisé, on ne cherche pas à revenir trop vite, mais quand même on ne chôme pas dans ce peloton, dans ce groupe compact qui avance dangereusement quand même derrière les échappés. 4 minutes 45, voilà l'écart qui redescend régulièrement, pas en flèche mais qui continue de descendre. On va voir l'attitude de ces garçons dans la dernière ascension répertoriée du jour. Le col de Bel-Air, avec des garçons qui prennent un petit temps de respiration ici, dernier temps de ravitaillement. Mais regardez, on n'a pas fini avec ces lignes droites, ces portions roulantes. C'est vrai que l'abord du pied de cette dernière difficulté est un petit peu long dans cette vallée, dans ces longues lignes droites, avec des portions en faux plat. Un petit peu de vent, c'est pas les grandes rafales, mais un petit peu de vent aujourd'hui qui souffle et qui peut perturber l'avancée de ces coureurs avant de reprendre en direction du nord et de prendre la direction du sommet du col de Bel-Air. Oui, tout à fait. Pour les habitants de la région de Vienne Nord, on va dire, les coureurs donc vont traverser la localité de Villette de Vienne justement, avant d'entamer donc la dernière difficulté du jour, cette ascension du col de Bel-Air. Pourquoi Bel-Air? Parce qu'effectivement c'est un petit col mais qui est à découvert, et comme on est en pleine vallée du Rhône, c'est soit le vent du nord, soit le vent du midi qui y souffle. D'où le nom, bien entendu, de ce col, le col de Bel-Air. Voilà, donc c'est une ascension qui est longue de 2 km 700. 2 km 700 donc d'ascension à 4,5% de moyenne. Vous voyez que ce n'est pas une ascension donc particulièrement difficile, même si les coureurs ont d'ores et déjà pratiquement 125 km dans les jambes, hein, et que nous sommes en troisième journée. Troisième journée, avant d'entamer, on le disait tout à l'heure, les grandes difficultés demain.
et après-demain. En tout cas, pour l'instant, la fin de ces portions plates. Encore un petit bidon pour Clément Carizé qui vient en consigne, qui vient en nouvelle également. On rappelle qu'il n'y a pas d'oreillette sur les épreuves de classe 2. Mais ici, eh bien, on a toutes les infos directement à la voiture. Un bidon, un petit gel et puis c'est reparti pour le final, pour la dernière heure de course. Puisqu'ici, à 50 km de l'arrivée, vu le final qui attend les coureurs, je pense qu'il ne faudra pas beaucoup plus d'une heure pour rallier le final dans Colombier-Saunieux. Certainement, oui, effectivement, ça va rouler très très vite dans ces 50 derniers kilomètres de course. Et il est clair qu'aujourd'hui, c'est effectivement Antoine Bravard, le directeur sportif du Chervieux-Saunieux Isère Cyclisme, qui s'est rapproché donc de son coureur pour, comme le disait Lilian Couillet, le ravitailler, mais bien entendu lui donner les dernières consignes ou avant-dernières, en tout cas les encouragements qu'il mérite. Il est clair que ça revient derrière très très fort puisque on a un peloton qui roule actuellement à 53 km/h de moyenne alors que sur l'échappée on est à 45-46. Vous voyez, ça explique donc que l'écart est en train de diminuer. Il n'est plus que de 4 minutes 30 alors qu'on aborde les 50 derniers kilomètres de cette étape. C'est vrai que cette échappée, c'est peut-être difficile à dire, mais c'est une échappée qui peut être condamnée dans les derniers kilomètres. Lilian, non? C'est le scénario probable. Alors on va arrêter de dire ce qui est probable ou pas parce que mercredi, encore une fois, on nous a bien fait mentir dans le final à Charvieux-Chavagneux. Mais c'est vrai qu'ici, vu la situation et puis les différentes équipes qui roulent, autant là c'est assez clair. Mercredi, on avait vu un peu d'hésitation avec les principales formations qui avaient tardé à se porter à l'avant du peloton. Ici, les leaderships sont beaucoup plus assumés avec le CICU Nantes-Atlantique qui doit assumer son nouveau statut après la victoire hier. La formation du maillot jaune, Elkoff avec le deuxième du classement général et le deuxième de l'étape d'hier. Donc forcément avec des formations qui sont à 3 pour rouler, 3 équipes, parmi lesquelles des sacrés rouleurs comme Yann Barta, on en a parlé. Eh bien ça rend difficile l'évolution de cette échappée et on le voit avec un écart qui redescend encore 4,05. Oui, ce qui est important aussi, je pense, à dire, Lilian, c'est que dans le peloton, et on le voit actuellement en tête, il y a 3 équipes, et tu le disais très justement, la METEC, la formation Elkoff et le CICU Nantes-Atlantique. On va dire que ces 3 équipes, elles ont certainement un intérêt commun. Et ça prouve que, d'une part, bien entendu, ces 3 formations sont en tête de course, mais que d'autre part, effectivement, l'écart diminue de façon très importante, puisque de plus de 7 minutes lors du passage sur la ligne d'arrivée ici au 87e kilomètre, l'écart est descendu maintenant à environ 4 minutes. C'est dire que le travail, le forcing donc des 3 équipes qu'on vient de citer est important. Je rappelle donc les formations qui sont en tête actuellement. La METEC Solawat avec le leader donc Jordan Abetz. La formation Elkoff Casper avec Michael Boros, donc actuellement 2e au classement général à une petite seconde du maillot jaune. Et enfin le CICU Nantes Atlantique, donc cette formation qui a en son sein Noah Isidore, 3e lui, à 8 secondes. On va dire qu'on a le podium actuel, bien sûr, en tête de peloton actuellement. Oui, qui tiennent leur rang. On le disait hier, Jordan Abetz n'a pas quitté les 5 premières positions du peloton, toujours omniprudent, je dirais. On a évoqué ce matin la tension qui pouvait régner dans un peloton sur une étape comme celle-là, même si les routes sont très larges pour l'instant, pas de stress particulier vis-à-vis des éléments qui vont se dresser devant les coureurs. Mais voilà, le final, il faudra le maîtriser. C'est toujours un statut à défendre que d'être dans les premières positions au classement général. Et pour l'instant, effectivement, ces 3 leaders sont plus que prudents puisqu'on les retrouve dans les 10 premières positions du peloton. Alors que la tête de course, elle, avec 4 minutes d'avance, va entrer dans Villette de Vienne. Petit rond-point, on va tourner à droite et aborder donc l'ascension du col de Bel-Air, une ascension relativement courte, pas de quoi effrayer
effectivement ces coureurs. 2 km 7 à 4,5% de pente moyenne et un sommet qui sera rapidement franchi. On verra s'il y a bataille ou non au sommet pour essayer d'aller chercher les points au maillot du meilleur grimpeur. Un maillot de meilleur grimpeur qui ne changera pas d'épaule. On l'a dit ce soir, Gabriel Fédé avait suffisamment d'avance. En revanche, et du côté du début de cette journée, sur les ascensions qui ont déjà été franchies, eh bien Théo Thomas est passé en tête à 3 reprises. Attention, il a peut-être une idée derrière la tête, non pas pour aujourd'hui, mais pour les jours à venir, puisqu'il a déjà 12 points, 3 fois les 4 points qui étaient distribués aujourd'hui. Voilà, ce qui est important aussi à souligner, donc Lilian, c'est que dans l'échappée, effectivement, Théo Thomas, le coureur donc, de Villefranche, est à 2,59 du leader. Donc, ce n'est pas un garçon, on va dire, très dangereux. Par contre, Clément Carizet, lui, est à 18 secondes hein, du maillot jaune. Raphaël Mosca est à 18 secondes, lui aussi, du maillot jaune. Et Victor Jean, le coureur d'AG2R, n'est qu'à 16 secondes du maillot jaune. J'allais dire que il y a 3 coureurs qui sont particulièrement gênants dans cette échappée, c'est Carizet, Mosca et Jean. Et ça fait beaucoup, hein, 3 sur 4. Ça fait beaucoup. Finalement, je crois qu'il reste que Théo Thomas qui a près de 3 minutes de retard, qui pourrait être tranquille. Mais ça explique pourquoi derrière ça va revenir. Et c'est un peu dommage parce que le fait qu'il y ait ces 3 coureurs à moins de 20 secondes du leader, ça condamne cette échappée, je pense. Ça condamne cette échappée. Maintenant, on peut forcément imaginer que dans le peloton, classement général ou pas classement général, sur l'Alpe Isère Tour, il n'y a que 5 occasions de briller. Hein. C'est du mercredi au dimanche et il faut tenter tous les jours. Donc je crois aussi que du côté des équipes de sprinteurs, on ne va absolument pas se laisser surprendre encore une fois. C'est la dernière opportunité d'aller chercher un sprint massif. Et on voit donc les principales formations à l'avant, alors que l'on aperçoit Artem Schmidt avec son maillot bleu du classement des sprints intermédiaires. Il n'en est que le porteur, hein. Le leader c'était Gabriel Fédé, mais on va peut-être avoir un petit changement, puisque du côté de ce classement, eh bien... alors que non, on n'est pas encore au sommet du col de Bel-Air, on est dans l'ascension. Je parlais effectivement du classement du maillot bleu des sprints intermédiaires. Et bien Clément Carizet devrait aller chercher ce maillot puisqu'il a pris pas mal de points aujourd'hui. Il est exactement à égalité de points avec Gabriel Fédé. Et j'étais en train de chercher dans les règlements, en cas d'égalité, eh bien ce qui les sépare, c'est le nombre de premières places dans les sprints. Ils en ont 2 chacun. Et auquel cas, le meilleur classement général. Gabriel Fédé est à 3 minutes, Clément Carizet à 18 secondes. Donc il faudra voir comment se termine cette étape. Mais a priori, Clément Carizet devrait aller chercher ce soir le maillot bleu des sprints intermédiaires. Ce qui serait quand même une belle récompense. Une juste récompense, on est d'accord. Franchement. J'aimerais bien savoir, moi, au niveau donc, des sprints intermédiaires, quels ont été les 3 coureurs qui sont passés au kilomètre 80, donc au premier sprint intermédiaire, celui de Jeanne Herrias, ainsi qu'au kilomètre 87, le sprint en or, la prime Polar. Ouais, je crois que ça a été. Il suffit de demander. Voilà. C'est important parce qu'il y a des bonifications hein, là-dedans. Tout à fait. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Et je pense que Victor Jean, qui n'avait que 16 secondes de retard, a peut-être grappillé quelques petites secondes. Alors il en a grappillé 2 sur le premier sprint, 2 sur le troisième. Mais à chaque fois, eh bien, c'est Clément Carizet est passé en tête au premier et au troisième sprint. Théo Thomas est allé empocher le sprint en or pour le premier passage sur la ligne. Donc voilà pour l'instant les positions avec ces 3 sprints effectivement. Et Clément Carizet qui revient avec 10 points dans ce classement des sprints intermédiaires au moment où le peloton va lui aussi aborder le col de Bel-Air, la traversée de Villette-sur-Vienne devant les enfants de l'école. Voilà, c'est quand même sympa l'école quand l'Alpe Isère Tour passe dans le village. Eh bien on retrouve ici le démarrage de cette ascension, une ascension dans laquelle on va pas tarder à arriver au sommet. Il n'y avait que 2 km 700 et c'est Clément Carizet qui assure le tempo dans cette échappée. Victor Jean en deuxième position, Raphaël Mosca en troisième et Théo Thomas prêt à bondir. Peut-être il est passé en tête sur les 3 premières ascensions répertoriées du jour, dont déjà une fois la côte de Bel-Air qui a été franchie plus tôt dans cette étape. Et bien ici il va rester 2 lacets et on sera au sommet.
Voilà, donc, et pour répondre à la question que je posais tout à l'heure concernant les sprints intermédiaires et les bonifications, eh bien, Victor Jean, pour moi, a grappillé 4 petites secondes. Ça veut dire qu'il n'est plus qu'à 12 secondes. Attention, pour l'instant, il n'est plus qu'à 12 secondes du maillot jaune, alors que nous entrons dans les 500 derniers mètres de cette ascension. Une ascension qui est, somme toute, assez roulante. On la prend donc côté sud ici, c'est-à-dire en partant du pied de Bosse, c'est-à-dire à la traversée de Villette de Vienne. On va donc en direction du nord et du département du Rhône, rejoindre ensuite la localité de Marennes-Chaponnet. Et c'est vrai que là, nous atteignons le sommet de cette ultime difficulté. Avec quelques passionnés qui sont venus acclamer les coureurs. Et quelle va être la situation en tête? Est-ce que Théo Thomas va aller l'air de rien passer devant et prendre les points? Il s'est retourné, le col, et voilà, on va le laisser prendre les 4 points. Donc razzia aujourd'hui pour Théo Thomas, 16 points pour le coureur du Vélo Club Villefranche-Beaujolais avec les 4 qu'il vient de prendre devant Raphaël Mosca, Victor Jean. Clément Carizet ne prend pas de points, mais pour Théo Thomas, eh bien, se rapproche. 16 points dans ce classement. Pour Gabriel Fédé, on en a 21, puisqu'il en avait 20 plus 1 marqué aujourd'hui. Donc demain, attention, Gabriel Fédé qui va avoir affaire à Théo Thomas, visiblement dans le Vercors, pour aller chercher ce maillot du meilleur grimpeur. Il aura un avantage, Fédé, c'est d'avoir pu peut-être un peu récupérer, alors que pour Théo Thomas, effectivement, c'est un effort qui quelquefois se paye très cher dans des étapes de montagne comme demain sur le Vercors et après-demain donc en Chartreuse. C'est important de dire que cette course est l'Alpe Isère Tour et cette année donc 2 massifs seront touchés. Le premier massif donc c'est celui du Vercors dès demain samedi et le massif de Chartreuse. Je crois que pratiquement tous les cols de Chartreuse seront visités à part le col du Coq. Et c'est vraiment donc dimanche ce sera un grand final, une étape particulièrement redoutable et redoutée des coureurs, puisqu'il y aura effectivement un dénivelé, je crois, de 4530 mètres dimanche. On se rapproche des grandes courses, notamment par exemple le Tour d'Italie qui se dispute aujourd'hui avec l'arrivée aux 3 cimes du Lavaredo. Le dénivelé sur le top du Tour d'Italie, c'est 5100 mètres, donc on s'en rapproche. Voilà le peloton, Lilian, donc dans l'ascension. Le peloton dans l'ascension, rythme imposé par, j'ai l'impression, le retour de la formation Israël. Première tech dans les premières places également, un écart qui est redescendu à 3 minutes 25 alors que les coureurs sont dans la descente et que l'on va commencer à revenir vraiment sur le département du Rhône et sur l'Est lyonnais qui accueille cette étape alors que ça fait un peu plus de 3 heures que le départ a été donné. Eh bien, le peloton va lui aussi passer le sommet. On le voit, hein, ascension roulante. On emmène gros plateau pour les coureurs en tête avec le représentant de la formation Israël Première Tech. Les coureurs de la DSM qui viennent se repositionner. La Soudal Quick Step avec un coureur que l'on aperçoit dans les 3 premières positions. Voilà, on vient profiter de cette ascension pour se repositionner à l'avant de la course. Ouais, il y a du changement en tête de peloton. On voyait sur le plat donc la Metec, la formation Elkoff, CICU, Nantes Atlantique. Là aujourd'hui, effectivement, à l'instant, pardon, on a de nouvelles équipes qui sont venues, comme le disait Lilian Couillet tout à l'heure, et à juste titre d'ailleurs, qui sont venues peut-être se repositionner en tête. Il faut savoir qu'au sommet donc, du col de Bel Air, il y a une longue descente, une descente extrêmement rapide sur Marennes. Et si effectivement on veut éviter de prendre des risques dans cette descente, il est important au sommet de ce col d'être bien placé en tête de course. Il y a toujours des risques. La journée d'hier nous l'a montré, Lilian. Il y a eu beaucoup de chutes finalement hier. Il y a eu quelques chutes, des coureurs alors qui sont majoritairement repartis, mais hier soir c'était radio pour quelques coureurs, heureusement sans trop d'incidence. On avait toujours 123 coureurs au départ ce matin, mais voilà, prudence dans ces étapes nerveuses. Demain ce sera un scénario totalement différent, mais pour aujourd'hui, eh bien, on évolue toujours sur des routes en tout cas
majoritairement urbaine. C'est vrai, on est dans l'Est lyonnais, même si on traverse des villages, et bien on voit les éléments avec ces serres ralentisseurs justement devant les coureurs qui peuvent venir perturber l'avancée d'un peloton, même si on a là des coureurs expérimentés, des coureurs professionnels ou presque professionnels qui pour l'instant maîtrisent en tout cas ce rendez-vous. Et on en parlait justement tout à l'heure avec une équipe qui a plutôt l'habitude des emballages finales, c'est la formation Jumbo-Visma Development. La Jumbo-Visma, vous connaissez, ils ont aussi leur équipe continentale, leur équipe développement, et c'est vrai qu'on interrogeait notamment Colby Simmons au départ sur comment on allait manœuvrer dans cette étape, et visiblement tous les scénarios étaient ouverts. Écoutez. Et on va échanger un petit mot rapide avec Colby Simmons. Juste un petit mot sur cette équipe. Ça a été 2 étapes difficiles. Vous êtes plus que 4, mais aujourd'hui on a envie d'une revanche. That was 2 hard stages the last days. You are just 4 in your team, but today it may be your day. Yeah, you never know. Today is a bit flatter of a stage, so we expect it to be a little easier, but you never know. There can always be a breakaway, but I think it favors a sprint, but we'll see. Alors on se laisse toutes les opportunités possibles, l'échappée, le sprint, ça va être une étape extrêmement rapide, une étape sans grosse difficulté, donc on verra bien comment on peut manœuvrer. Thank you very much, Colby. Voilà, du côté de la Jumbo-Visma, on n'affichait pas clairement le briefing du jour, on se laissait des opportunités, et puis finalement, bon, la réponse est là, ils ne sont pas dans l'échappée, donc s'ils doivent exister aujourd'hui, ce sera dans le sprint final, puisque l'échappée, on la retrouve ici, seulement 3 minutes d'avance pour Clément Carizet, Raphaël Mosca, Victor Jean et Théo Thomas. Voilà, que nous sommes entrés dans les 40 derniers kilomètres de cette 3e étape. Traversée de Chaponnet, donc pour les 4 hommes de tête, bien sûr. Derrière, donc effectivement, on continue à rouler de concert au sein de ce peloton. Dernier écart 3-10, donc entre les 4 coureurs de tête et le peloton. Peloton qui tient apparemment toute la largeur de la route. Cela voudrait-il dire qu'on peut-être on arrête de rouler trop fort, ou on essaye peut-être de régler l'écart sur le fameux théorème qu'on évoquait d'ailleurs lors des 2 premières journées. Ce fameux théorème de Robert Chapat qui dit qu'un peloton roulant à vive allure reprend à peu près 1 minute tous les 10 km. Ça voudrait dire qu'ici, effectivement, la jonction serait envisageable, ou envisagée en tout cas, dans les 10 derniers kilomètres de cette étape. En tout cas, en tête de course, on s'entend très très bien. Franchement, Clément Carizet, donc le coureur de Charvieux-Chavagneux Isère Cyclisme de Sarre, 153 à l'écran actuellement, donc avec ce maillot rose. Derrière lui, donc le 194 qui n'est autre que Victor Jean, le coureur d'AG2R. 3e position, donc Raffaele Mosca, le coureur italien de SAR 134 de la formation Q36. Et puis, c'est Théo Thomas, le coureur de Villefranche-Beaujolais de SAR 185 qui fermait la marche. Mais c'est vrai que on s'entend parfaitement bien au sein de cette échappée. C'est vrai qu'il y a des intérêts communs, bien sûr. Il y a des intérêts communs, notamment pour Carizet, pour Mosca et pour Victor Jean, dont l'écart, effectivement, par rapport au maillot jaune n'est que de 20 secondes, voire même un peu moins d'ailleurs, puisqu'on disait que Victor Jean n'est plus qu'à 12 secondes actuellement du maillot jaune. Mais ces 12 secondes qui vont compter, on va dire, très très lourdement, Lilian, finalement. Oui, avec Victor Jean qui se laisse donc une opportunité ici de revenir au classement général. Si cette échappée continuait son aventure, ce qui s'annonce délicat maintenant, un écart qui rapproche les 3 minutes. Et regardez en tête de course avec Michael Boros, que l'on voit en 2e position pour la formation Elkov, facilement reconnaissable avec son maillot vert de leader au classement par points.
eh bien que l'on retrouve ici pour assurer le tempo, parce qu'on va avoir plusieurs opportunités dans cette équipe Elkov Casper, puisque hier c'est Dominique Neumann qui allait signer la 2e place de l'étape, le coureur tchèque de cette équipe Elkov qui allait échouer juste derrière Noah Isidore, un garçon qui avait terminé 3e du circuit des Ardennes il y a quelques semaines. Eh bien Dominique Neumann, c'est peut-être lui qui va faire le sprint pour la formation Elkov, quitte à sacrifier, quitte à mettre aux commandes, eh bien en tête de peloton le 2e du classement général, Michael Boros. Voilà, on aperçoit aussi en tête, Lilian, une formation qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent, c'est le team DSM. DSM Development Team, donc, qui compte pas moins de 4 coureurs à moins de 20 secondes, notamment Oscar Honley, donc, qui est 20e à 18 secondes, Milan Kladek est 12e, lui, à 17 secondes, Van Mechelen est 14e à 18 secondes, et Franck Ragilo est 35e, lui aussi, à 18 secondes. 4 coureurs, donc, sur 6, disons, à être à moins de 20 secondes, donc à tutoyer, on va dire, les sommets. C'est une formation, je pense, Lilian, qui a tout intérêt, effectivement, à collaborer. Oui, d'autant que la DSM a tenté sa chance à plusieurs reprises et puis sans trop de succès pour l'instant. Donc aujourd'hui, l'opportunité pour eux d'aller chercher un sprint avec Oscar Honnet qui fait partie, lui, des grands favoris du classement général, lui qui a déjà terminé 5e d'étape en World Tour sur les routes du Tour de Romandie, donc qui commence à tutoyer ses coéquipiers de la World Tour dans cette équipe DSM. Cette semaine, il est avec l'équipe développement, l'équipe continentale, mais avec des ambitions énormes pour ce coureur, alors que les 4 hommes de tête, vous le voyez, on a beaucoup dit que l'étape n'était pas si dure. Ici, on est sur des portions qui finalement alternent avec quelques bonnes relances tout de même avant de revenir sur des portions plus larges, plus roulantes autour de l'aéroport Saint-Exupéry et dans l'Est lyonnais avant de rejoindre Colombier-Saulnier. En tout cas, 37 km de l'arrivée, cette échappée qui continue, oui, de collaborer jusqu'à quand nous le verrons, mais l'écart qui se stabilise avec 3 minutes, un petit peu plus, 3 minutes 10 au dernier pointage. Oui, c'est un final un petit peu casse-pattes, finalement. Et ça prouve d'ailleurs toute la valeur de ces coureurs, parce que sur une étape longue quand même de près de 175 km, ce qui n'est pas rien, on s'aperçoit donc que les coureurs, qu'ils soient d'ailleurs en tête ou qu'ils soient dans le peloton, nous livrent vraiment un très très beau spectacle. À titre d'information, je parle souvent peut-être trop d'ailleurs du Tour d'Italie, mais l'étape d'aujourd'hui, elle fait 180 km sur les routes italiennes. Donc on a, je dirais, quelques similitudes. Bien sûr, on n'est pas en haute montagne, ça c'est une évidence. Cela étant, on a des distances, on va dire, relativement similaires dans ces épreuves. On parlait donc tout à l'heure, Lilian, c'était d'ailleurs au moment de notre repas, donc des courses qui se déroulent actuellement. Effectivement, les boucles de la Mayenne, le Tour d'Italie, on l'a dit, l'Alpe Isère Tour et la 4e. Le Tour des Mirabelles, voilà, qui débute aujourd'hui. Voilà, on salue nos amis du Team Macadam's Cowboy, organisateurs également ce week-end, avec un beau plateau d'équipes continentales et nationales 1 également. Les boucles de la Mayenne, elles ont attaqué hier en classe 1 avec un prologue. Et puis voilà, alors le Tour d'Italie, on est encore au niveau World Tour, peut-être un petit peu moins de concurrence, mais malgré tout, malgré la multiplicité des épreuves en même temps cette semaine, eh bien, je crois que chaque épreuve a pu retrouver un très beau plateau et on en est tous ravis, et particulièrement nous au niveau de l'Alpe Isère Tour, avec des équipes qui nous font plaisir depuis 3 jours maintenant avec ces courses de mouvement. Peut-être un petit peu moins aujourd'hui, on va voir comment se déroule le final. On est sur un scénario un petit peu plus classique pour l'instant avec cette échappée et ce peloton séparé de 2-3 minutes. Un peloton qui continue sa marche en avant sous l'impulsion des coureurs d'Elkov qui reprennent les commandes. Je crois que c'est Yann Barta qui est venu encore une fois se positionner à l'avant. Oui, effectivement, on aperçoit du Elkov, on aperçoit là aussi du Metec SolarWatt, l'équipe DSM qui n'est pas sans reste elle aussi, puisque on le disait tout à l'heure, ils ont un intérêt à rouler sur les 4 coureurs échappés. 4 coureurs qui s'entendent très très bien, puisqu'on s'aperçoit maintenant que l'écart qui sépare donc les 4 hommes de tête du peloton semble se stabiliser autour des 3 minutes. 3 minutes 10, si effectivement
cet écart et l'écart juste. En tout cas, beaucoup de monde sur les routes de l'Alpe Isère Tour pour applaudir les coureurs. Il fait très beau aujourd'hui sur le Nord Isère et sur le département du Rhône que nous venons de franchir. Très très belle étape avec une chaleur conséquente qu'on découvre avec grand plaisir. Un ciel bleu, mais vraiment d'un bleu azur. Et vraiment des conditions idéales pour cette course qui est simplement, on va dire, à mi-parcours, Lilian, en fait. Hein. Oui, là, j'allais donner effectivement les rendez-vous à suivre puisque tu parles, Jean-Claude, du monde qui nous rejoint sur le bord de la route. Eh bien, on vous invite à nous suivre tout au long du week-end également avec plusieurs façons d'être avec nous. Bien sûr, en nous rejoignant sur les villages de départ ou d'arrivée puisque demain, le départ sera donné à 11h30 de Monstereau-Milieu pour une arrivée prévue à 16h à Saint-Maurice-l'Exil. Dimanche, ce sera départ 11h30 également, même horaire prévisionnel d'arrivée pour un final à Saint-Pierre-de-Chartreuse aux alentours de 16h. Et puis l'opportunité, si vous ne pouvez pas être avec nous, si vous êtes coincé par un repas de famille ce week-end, eh bien allumez Télé Grenoble, allumez Vélo Plus TV, allumez Direct Vélo, allumez Facebook, YouTube, tout ce que vous voulez pour retrouver les images de la production Black Hole qui assure le direct, la retransmission des 60 derniers kilomètres. Nous serons en direct, en tout cas ce week-end, à partir de 14h30 samedi et à partir de 13h45 dimanche. Voilà, sans oublier Vélo Plus, Vélo Plus qui est la nouvelle plateforme de la Fédération française de cyclisme, partenaire bien sûr de cette Alpe Isère Tour, comme les l'UCI Europe Tour et l'Union cycliste internationale, sans oublier bien sûr le rôle imminent du comité d'Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes que se déroule cette course. Auvergne-Rhône-Alpes qui est vraiment une terre de vélo, Lilian. Franchement, il y aura dans quelques jours le Critérium du Dauphiné. Plus de la moitié du Tour de France va se disputer en Auvergne-Rhône-Alpes. Et bien, je vais vous faire une petite confidence, on est entre nous. C'est un scoop non, pas du tout. Mais on a eu l'occasion d'échanger avec quelques élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, partenaire par ailleurs de cette épreuve. Et l'un des élus nous disait c'est vraiment sympa que l'arrivée du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes se fasse sur les Champs-Élysées. Voilà, signe tout simplement que la majorité du Tour de France aura lieu sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, véritable terre du cyclisme, avant de rejoindre l'arrivée finale à Paris. Ce sera au mois de juillet, mais Auvergne-Rhône-Alpes sera servi également pour une région qui est d'ailleurs partenaire principal depuis quelques années du Critérium du Dauphiné, dont le top départ sera donné le week-end prochain. Tradition, c'est Classique des Alpes samedi, départ du Critérium du Dauphiné le dimanche. C'est le programme qui nous attend du côté du Coteny. On sera un petit peu occupé dimanche puisqu'il y aura également la deuxième édition de l'Alpe Grésivaudan Classique, course féminine de niveau international, puisque ce sera une classe 1. Voilà, et là on retrouve donc Clément Carizet, le leader de la formation de Charvieux-Chavagneux-Isère Cyclisme, qui vient de passer le relais au coureur d'AG2R Victor Jean. On s'entend bien, c'est vrai qu'on ne peut pas le nier. L'écart donc est quand même tombé à 2,45. C'est la première fois qu'on est sous la barre des 3 minutes finalement. On s'entend bien, ça c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, je dirais qu'ils auront fait le maximum, quoi qu'il en soit, ces coureurs. À 4, c'est pas facile. C'est sûr que le premier jour, ils étaient 6 échappés lors de la première étape, tout autour de Charvieux-Chavagneux. Là, ils ne sont que 4 et moins il y a d'hommes en tête et plus les efforts sont violents. Sachant que l'étape, il faut le rappeler, elle fait quand même 30 km de plus que les 2 premières. C'est pas à nier. Donc il y a pratiquement 3 quarts d'heure donc de plus d'efforts. Rappelez que ces coureurs sont partis depuis 12 heures. Il y a donc maintenant 3 heures et 30 minutes que ces hommes sont en lice pour se disputer la victoire ici à Colombier-Saunieux, et un peloton que l'on découvre à nouveau très 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 étiré derrière, peloton donc qui se situe à 2,30 à peu près, 2 minutes 30 maintenant des hommes de tête. Ça roule fort au sein du peloton, Lilian. Ça roule fort, on va revenir sur des axes
un petit peu plus large encore, des axes bien favorables à un peloton pour rejoindre dans quelques instants la localité de Colombier-Saunieux qui accueillera l'arrivée. Et pour l'instant, eh bien, on est en train de tout donner, de jeter ses dernières forces peut-être du côté de Victor Jean, du côté de Théo Thomas, Clément Carizet, Raphaël Mosca, que l'on retrouve ici à l'image avec le gros relais de Victor Jean pour l'équipe AG2R Citroën U23. Mais comment rivaliser face à ce peloton emmené par Yann Barta avec l'armada de la Metec qui est venu se repositionner derrière autour du maillot jaune Jordan Abetz pour aborder ce final dans les meilleures conditions, les 30 derniers kilomètres qui vont être proposés aux coureurs avec un petit passage par Toussieux qui avait vu une arrivée l'année dernière et la victoire de Victor Koreski qui allait s'imposer justement dans les rues de Toussieux. C'était cette étape de l'Est lyonnais. Mais aujourd'hui, eh bien, on continuera en direction de Saint-Bonnet-de-Mur. On ira traverser Genasse, Pusignan, Janérias avant le final à Colombier-Saunieux. Oui, sachant que il me semble que le président de la communauté de communes de l'Est lyonnais qui nous accueille aujourd'hui est le maire de cette charmante localité de Toussieux. Tout à fait, tous ceux qui nous avaient accueillis l'année dernière, eh bien, on a donné le relais cette année à la commune de Colombier-Saunieux avec son maire Pierre Marmonnier qui était avec nous au départ et qui nous attend impatiemment, qui attend impatiemment les coureurs en tout cas pour le final maintenant. Je crois qu'on avait l'interview d'ailleurs de Pierre Marmonnier, on verra si on peut la passer juste après. Donc monsieur le maire de Colombier-Saunieux avant de retrouver l'arrivée finale et de le retrouver surtout pour la cérémonie protocolaire. Voilà donc pour l'instant en tout cas on aborde les 30 derniers kilomètres. Voilà, sachant qu'au niveau du protocole, il y aura Lilian donc aujourd'hui un protocole vraiment très particulier avec la présence d'Antonin Roland qui est le doyen donc des maillots jaunes. Et Antonin Roland, il faut quand même le rappeler, c'était donc sur le Tour de France 1955. Il a porté ce maillot donc pendant près de 14 jours avant de le céder à son coéquipier Louison Bobet, qui allait lui remporter le 3e Tour de France. Louison Bobet vainqueur en 53, vainqueur en 54, vainqueur en 55, sachant que l'année suivante, en 56, c'était Valkoviak qui l'emportait. Antonin Roland est là, on me le confirme. On me confirme aussi que sa petite fille Marion Roland, championne du monde de descente en ski alpin, donc à Stadming en Autriche. Marion Roland donc est présente avec son grand-père et ça sera vraiment particulièrement sympa de les retrouver. Il faudrait qu'Antonin Roland donc puisse remettre le maillot de meilleur jeune. Ça serait vraiment une belle image à 99 ans de pouvoir remettre le maillot de leader du meilleur jeune ici aujourd'hui à Colombier-Saunieux. Et pour en finir, Lilian, si tu le permets, une petite seconde, le maire de Colombier-Saunieux est le parrain de Marion Roland. Et Antonin, j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a peu et c'est vrai qu'on parle beaucoup de 55 mais on parle des étapes courtes ou longues sur les routes aujourd'hui, mais 3 ans plus tôt en 52 il avait gagné la dernière étape du Tour de France, c'était Vichy-Paris, 350 km. Voilà, ça pose les bases du cyclisme de cette époque et aujourd'hui 175 sous cette chaleur, ce sera largement suffisant en tout cas pour les coureurs que nous retrouvons maintenant à l'image avant la cérémonie protocolaire tout à l'heure et avec Antonin. Effectivement pour l'heure ce sont 29 km et un écart qui descend encore 2 minutes 25. 2,25 oui d'écart alors que nous ne sommes plus qu'à 29 km de l'arrivée. Je crois qu'on a dû traverser Saint-Bonnet-de-Mur me semble-t-il. Donc nous allons maintenant nous diriger du côté de Manicieux-Saint-Priest puis à nouveau donc Saint-Bonnet-de-Mur, Genasse et de Genasse nous retrouverons la localité de Pusignan avant de traverser une nouvelle et dernière fois Janérias. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Théo Thomas qui essaie de fausser compagnie, peut-être d'aller faire le baroud d'honneur. Clément Carizet qui se dresse sur les pédales pour essayer de boucher le trou. C'était pas une offensive franche, mais une sacrée relance pour le vainqueur d'étape sur le Tour du Loiret il y a quelques jours. Clément Carizet qui revient dans sa roue en quelques coups de pédale. Derrière, pour Raphaël Mosca, on dandine un petit peu plus. Pour Victor Jean, c'est compliqué. Cette entrée de Saint-Bonnet-de-Mur en faux plat montant qui permet pour l'instant à deux coureurs de prendre quelques mètres d'avance, ou plutôt qui condamne un peu cette échappée qui est en train d'exploser. 2 et 2 avec Clément Carizet et Théo Thomas à l'avant. Et Victor Jean qui se bat, Raphaël Mosquet également, mais le coup de pédale est moins aérien.
Oui, tout à fait. 2 et 2, ça fait toujours 4. Mais là, ça Là, désorganise, c'est bien 2 et 2. ça désorganise considérablement cette échappée. On l'a vu d'ailleurs hier, c'était à peu près le même scénario où il y avait des attaques incessantes en tête de course. Mais c'est vrai que ça désorganise terriblement. En tout cas, ce qu'on peut dire, Lilian, c'est qu'on retrouve quand même dans le premier duo de tête, 2 garçons qui sont en très très grande condition physique, à savoir donc Théo Thomas d'une part et Clément Carizet d'autre part. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo hein, sur ce type d'épreuve. Les hommes en forme, on les voit devant et non pas derrière. Et Clément Carizet qui caresse la pédale vraiment depuis hier. C'est vrai qu'on le sent en très très grande forme pour aborder l'un des grands rendez-vous forcément de cette équipe. Et ici ça a l'air terminé hein, pour Victor Jean et Raffaele Mosquet, le français et l'italien, irrémédiablement distancés par 2 hommes qui vont essayer de continuer cette aventure ensemble. Clément Carizet et Théo Thomas qui se relaient d'ailleurs tous les deux pour essayer de porter un petit peu plus loin cette échappée. Et la menace du peloton qui reste présente, 2 minutes 25 seulement, mais allez, c'est peut-être l'occasion de redynamiser justement l'échappée en éliminant, j'utilise des grands guillemets, en éliminant les 2 garçons peut-être un petit peu moins frais. On revoit comment on est sorti du côté de Théo Thomas, c'est vraiment en facteur, hein, assis sur la selle, et puis d'un seul coup on se lève, on appuie un petit peu plus fort, voilà, et puis c'est Mosquet qui fait la cassure, Carizet qui réagit un petit peu plus tard. Et puis là, voilà, tout simplement, comme tu le disais Jean-Claude, les 2 hommes forts, hein, c'était pas une offensive franche, c'est simplement eh bien, voilà, ceux qui ont réussi à conserver un petit peu de fraîcheur, qui vont continuer l'aventure à l'avant. Ouais, en tout cas, c'est un beau baroud d'honneur hein, pour Clément Carizet et pour Théo Thomas, 2 coureurs donc, qui appartiennent à des formations de DN1, hein, 2 coureurs amateurs. Et il faut quand même rappeler que dans cette Alpe Isère Tour, il y avait 15 formations professionnelles, c'est-à-dire pratiquement 90 coureurs professionnels. Et il y avait donc, et il y a toujours d'ailleurs, 8 équipes amateurs, 15 et 8, donc ça nous fait 23 formations au total. Alors qu'ici, on s'aperçoit que les derniers ravitaillements vont s'effectuer, bien sûr, puisqu'on va rentrer dans quelques kilomètres, dans la zone des 20 derniers kilomètres, donc à moins qu'il y ait eu effectivement une autorisation, mais je ne le pense pas, de la part des commissaires arbitres de l'Union cycliste internationale. Donc on va bientôt rentrer dans les 20 derniers kilomètres, zone où il ne sera plus possible bien sûr de pouvoir ravitailler. L'écart semble se stabiliser autour des 2,30 pour Théo Thomas et pour Clément Carizet, ce qui leur permet encore d'ailleurs d'avoir l'assistance, entre guillemets bien sûr, des directeurs sportifs. Je ne sais pas où se situent maintenant les directeurs sportifs de Villefranche-Beaujolais et bien entendu celui de Charvieux-Chavagneux, Isère Cyclisme. Ils ont certainement encore la possibilité de pouvoir donner les dernières consignes. 2,40, l'écart semble monter même d'ailleurs, hein. C'est assez étonnant. 2,40 maintenant. C'est ce qu'on t'avait dit, avec uniquement les plus frais à l'avant, et bien cela redonne un petit peu de peps à cette échappée. Pour combien de temps? Reste à voir effectivement avec cet écart qui est remonté à 2 minutes 40. On longe l'autoroute et on va pas aussi vite, mais on sait quand même, on s'empoigne bien du côté des 2 hommes de tête. 25 km de l'arrivée maintenant. Ouais, et il semblerait, Lilian, et ça c'est une information qui peut avoir son importance, que le vent commence à se lever sur le secteur de Colombier-Saunieux. Ça peut avoir effectivement son importance. Ils sont 2 en tête, hein. C'est pas facile à assurer parce qu'ils ont quand même 150 km de course déjà, Clément Carizet et Théo Thomas. En tout cas, vraiment, même s'ils sont rejoints dans les derniers kilomètres, ils auront vraiment fait une étape assez fantastique. Je ne suis pas surpris de retrouver un coureur de Villefranche-Beaujolais. J'avais vu les dirigeants caladois là, et aujourd'hui, donc, ils avaient un gros staff présent sur la course. Je pense que les coureurs caladois ont eu des consignes, et certainement celle en tout cas de se montrer, de s'illustrer dans cette étape qui est proche d'ailleurs de Villefranche. C'est certainement d'ailleurs l'une des plus proches puisqu'on est dans le département du Rhône.
Oui, avec le Caladois qui est donc l'ancien nom du Vélo Club Villefranche-Beaujolais, hein, pour ceux qui n'ont pas connu cette équipe. Ça a toujours été une grande équipe. D'abord le Caladois, maintenant le Vélo Club Villefranche-Beaujolais qui avait remporté la Coupe de France Nationale 1 il y a quelques années et qui continue de faire des merveilles avec un garçon comme Rémi Capron qu'on attendra beaucoup dans la montagne ce week-end. Garçon qui est déjà l'année dernière entré dans le top 15 du classement général et qui aura à cœur de briller ce week-end. Et pour terminer avec le Vélo Club Villefranche-Beaujolais et avec Villefranche, l'occasion de vous donner rendez-vous également dans une quinzaine de jours pour le Tour du Beaujolais, l'une des plus belles épreuves à étapes du niveau élite national, le plus haut niveau amateur. Tu y seras, Lilian? J'y serai pour avoir évolué avec, on l'espère, des conditions plus clémentes que l'année dernière. Oui. Il faut dire que l'année dernière, ça avait été ce fameux week-end caniculaire qui avait vu d'ailleurs la route d'Occitanie être particulièrement réduite puisqu'une étape avait été disputée sur 27 km. Et bien en même temps, au niveau amateur, se tenait le Tour du Beaujolais dans des conditions très difficiles également. Voilà, on espère que la chaleur laissera les coureurs tranquilles. En tout cas, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il fait déjà chaud sur l'Alpe Isère Tour. Pas de quoi décourager les coureurs, en tout cas, avec le retour du CIC Nantes-Atlantique dans les premières positions. Une dernière information sur Villefranche-Beaujolais, Lilian, qui concerne Antonin Roland. Antonin Roland a été licencié donc dans ce club. Depuis sa première licence, il est toujours resté fidèle donc, au club caladois et je crois qu'il doit avoir pris cette année, donc en 2023, sa 81e licence dans ce club. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'assez j'en ai pas autant, ça, c'est exceptionnel. Ah bon? Peut-être si on s'y met tous les deux, on y arrivera dans quelques temps. Je te le souhaite, Lilian, de faire comme Antonin Roland a pu le faire. En tout cas, c'est, je dirais, la preuve d'une très très grande fidélité au vélo, fidélité donc au club caladois. Il faut aussi rappeler donc aujourd'hui à Colombier-Saunieux, on va présenter le deuxième livre qui a été écrit sur ce champion caladois qui est Antonin Roland, et Jean-Paul Savard qui en est l'auteur sera présent lui aussi. Donc Jean-Paul Savard qui a été un éminent journaliste S cyclisme au sein de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Jean-Paul Savard est là et bien entendu on pourra lui faire dédicacer cet ouvrage et bien entendu le faire dédicacer à Antonin Roland puisque ce roman lui est dédié finalement. Et on leur demandera ce qu'ils auront pensé de l'étape du jour avec ces deux garçons qui font mieux que résister avec un écart qui était de 2,40 qui semble être remonté aux 2 minutes 50. Et derrière, j'ai l'impression qu'on panique un petit peu. Du coup, on ne s'attendait pas à ce que l'échappée soit relancée à ce point-là. Lielkov reviennent au commandement, CIC Nantes-Atlantique aussi. Finalement, c'est pendant la phase DSM et Israël que le peloton a reperdu du temps. Donc allez, cette fois on remet les choses dans l'ordre. Les Tchèques Delkov et les Français du CIC Nantes-Atlantique reviennent au commandement pour essayer de ne pas laisser plus de champ, parce que cette fois-ci 2 minutes 50 à 21 km de l'arrivée, ça devient intéressant, même si le final n'est pas propice aux échappées, que l'on retraverse dans l'autre sens Saint-Bonnet-de-Mur. Et bien à 21 km de l'arrivée, ces deux garçons qui nous font un numéro, en tout cas Clément Carizet et Théo Thomas. Oui, tout à fait. C'est assez impressionnant de voir ces deux garçons reprendre du terrain sur le peloton. Il faut dire que ce circuit, ces 25 derniers kilomètres donc, se font pratiquement en agglomération avec pas mal de relances. Il y a des relances incessantes et c'est vrai que c'est pas facile pour revenir sur deux hommes de tête, sachant que le coureur le plus dangereux, bien entendu, c'est Clément Carizet. Clément Carizet qui, il faut le rappeler, est à 18 secondes au niveau du classement général, à 18 secondes seulement du leader de cette course, Jordan Abetz, le coureur de la Metec Solawat. Donc c'est vrai que Clément Carizet, c'est quand même le danger. À la fois, il peut viser bien sûr une victoire d'étape, mais avec 10 secondes de bonification, s'il vise l'étape et s'il remporte cette étape, ça peut peut-être
changer pas mal de choses, Lilian, non? C'est effectivement des bonifications qu'il ne faut pas oublier parce qu'on a vu hier Noah Isidore, ça lui a permis de remonter au 3e rang du classement général et ça lui aurait permis aujourd'hui peut-être d'aller chercher le maillot jaune s'il venait encore à se glisser dans les 3 premiers. Pour l'instant, il va surtout falloir revenir et ce de façon urgente maintenant sur les 2 hommes de tête qui continuent de creuser avec Clément Carizet, Théo Thomas, l'un pour Charvet-Chavannes Cyclisme, l'autre pour le Vélo Club Villefranche-Beaujolais, 2 coureurs amateurs avec alors des garçons qui ont une expérience au niveau professionnel, Théo Thomas notamment en cyclocross puisque c'est un brillant cyclocrossman qui jusqu'à l'hiver dernier était dans un team UCI de cyclocross qui semble se consacrer davantage à la route maintenant, mais Théo Thomas avec succès d'ailleurs puisqu'il a remporté une étape du Tour du Loiret et ici avec Clément Carizet derrière lui qui a lui une expérience en tant que coureur professionnel dans les rangs notamment de l'équipe GoSport Roubaix Métropole où il avait remporté, on le disait tout à l'heure, une étape du Tour du Poitou-Charentes, mais pour l'instant en tout cas ces 2 hommes qui font un sacré numéro en tête, de quoi inquiéter Noah Isidore, de quoi inquiéter Jordan Abès le maillot jaune, de quoi inquiéter peut-être également Michael Boros, le 2e du classement général, à qui on demandait ce matin comment il allait bien pouvoir manœuvrer pour essayer d'aller chercher le maillot jaune. On va l'écouter. Today I asked to you just 1 second, that means you're in yellow tonight. What happened? This is for today or not? Hier, je te demandais si la seconde elle pouvait être finalement bouchée, aller chercher le maillot jaune. Ça s'est pas fait, c'est peut-être pour aujourd'hui. Yeah, it's only 1 second, but it's really hard, you know. It's almost not possible to get it back, but we will keep trying. And yeah, today's fast stage, so we tried. Ouais, qui nous disait que effectivement c'est 1 seconde, mais c'est beaucoup 1 seconde finalement vu le niveau. Hier ça a été une étape difficile. Aujourd'hui ça va être une étape qui ne sera pas forcément propice à provoquer des écarts non plus. How about your team? You have many cards to play today for a win maybe in this stage. Yesterday we saw you with a 2nd place in the stage. How about today? Hier on a signé une 2e place d'étape dans cette équipe Elkov Casper. Il y a peut-être plusieurs cartes à jouer. Yeah, of course. It's again. It will be bunch sprint probably. So yeah, it's really technical finish. Yeah, as I said, we're gonna try it for the win again. Oui, il nous dit qu'effectivement, il y aura la possibilité peut-être d'un sprint massif et d'une victoire d'étape pour cette équipe Elkov Casper, comme il nous l'a dit. On va tout essayer aujourd'hui. Thank you very much, Michael. Voilà, Michael Boros qui n'a qu'une seconde à boucher pour aller chercher le maillot jaune, mais qui nous disait 1 seconde c'est beaucoup vu le niveau effectivement de cet Alpizar Tour et puis le leader actuel Jordan Abetz, vu les étapes qui sont peu propices à faire des écarts, mais pour l'instant c'est surtout une autre menace qui règne maintenant sur ces coureurs en tête du classement général. La menace avec un écart de 3 minutes à 18 km de l'arrivée. Attention, Clément Carizet, Théo Thomas qui font un superbe finish. On s'est débarrassé, désolé pour eux, des maillons faibles de cette échappée qui peut-être prenait des relais un petit peu moins appuyés, était un peu à bout de souffle pour Raffaele Mosquet qui a fait un gros boulot à l'avant. On ne lui enlève pas à l'Italien. Même chose pour Victor Jean qui aura effectué un bon bout de chemin à l'avant de la course aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au moment où Théo Thomas s'est dressé sur les pédales avec Clément Carizet pour accrocher sa roue, eh bien ça a totalement redistribué les choses, et avec 3 minutes ici, ça devient plus qu'intéressant à 17 km de l'arrivée. Ouais, et pour moi, les carottes sont cuites. Je prends le pari, mais c'est vrai que moi j'ai l'impression, Lilian, et je ne sais pas si tu es de mon avis, mais je respecterai bien entendu un avis totalement différent. Les 2 dernières étapes étant tellement difficiles, notamment l'étape de demain. L'étape de demain, elle est longue, elle est difficile parce qu'il va y avoir donc le Vercors à traverser et un col qui fait plus de 13 km de long à 8% pratiquement de moyenne. Peut-être qu'effectivement, au niveau du peloton, on se dit finalement, pourquoi pas attendre l'étape numéro 4 et bien entendu l'étape Rennes, l'étape de Chartreuse, l'étape numéro 5, en se disant finalement, on peut laisser carte blanche à des garçons comme Thomas ou Carizet.
Alors, j'ai pas tout à fait la même théorie. C'est bien, c'est bien. Parce que et j'ai une théorie beaucoup plus terre à terre qui est que simplement, je crois qu'on s'est vraiment fait surprendre parce que tout semblait sous contrôle. Et puis là, le retour, l'offensive à nouveau de ces deux coureurs a vraiment surpris le peloton qui pensait être sur son train, maîtriser son effort pour revenir dans le final et qui se retrouve maintenant un petit peu piégé. Alors, la conclusion est la même, Jean-Claude, on a la même conclusion, c'est que moi aussi je pense maintenant que cette échappée a une vraie chance d'aller au bout et regardez comme on panique maintenant avec la Green Project qui revient à l'avant, la DSM, le maillot jaune qui ne tient, je ne vais même pas dire à un fil, je crois que la fermeture éclair est déjà cassée parce que si on laisse cette échappée arriver avec quelques toutes petites secondes d'avance, on se retrouve ce soir avec un nouveau leader et un leader amateur, ce serait remarquable. Oui, tout à fait. Et en l'occurrence, Clément Carizet, il y a toutes ses chances. Hein. Je disais tout à l'heure, n'oublions pas que sur la ligne d'arrivée, il y a des bonifications et notamment 10 secondes au vainqueur de cette troisième étape. C'est vrai que Clément Carizet, donc empochant 10 secondes, fait un rapproché au général puisqu'il n'est qu'à 18 secondes actuellement. Donc il serait à 8 petites secondes du leader de l'épreuve. Il est peut-être dommage que Clément n'ait pas fait les sprints. C'est vrai que c'est difficile aussi. Hein. Clément Carizet, donc je le disais tout à l'heure, 18 petites secondes, ça peut effectivement suffire pour aller chercher, pourquoi pas, un maillot jaune ce soir. En tout cas, Lilian, une chose... Il les a pris, Clément. Il a pris, il les a pris. Il a pris 8 secondes. 8 secondes. Il a pris 8 secondes, donc déjà virtuellement, s'il gagne l'étape, il a 10 secondes de bonification. Avec les 8 de plus, il est déjà au niveau de Jordan Abez. Alors, bon, avec la contrainte qu'il faut gagner l'étape, encore une fois. On est bien d'accord. Mais il a déjà repris 8 secondes. Il n'est plus qu'à 10 secondes au classement général. Voilà, tout à fait. Ça, c'était une information très, très importante. Autre information pour moi qui aussi a son importance. Aujourd'hui, on voit quand même des garçons de grande expérience. Hein. Clément Carizet, c'est quand même un coureur qui a 31 ans. On voit des Yann Barta en tête de peloton. Il a, je crois, 38 ans. Et il est d'ailleurs, entre guillemets, bien sûr, le doyen, même s'il n'aime pas trop ce mot de ce peloton. La moyenne d'âge, d'ailleurs, dans le peloton, même en tenant compte des âges de Carizet et de Barta, est de 21 années, 8. Donc moyenne d'âge inférieure à 22 ans, ça prouve qu'il y a quand même des garçons très très jeunes au sein de ce peloton. Mais en tout cas, c'est vrai que l'expérience peut payer. Allez, 15 km, 3 minutes. Toujours un contre intercalé. Et ça, c'est important aussi, c'est que finalement, entre le contre et le peloton, il y a toujours une 40, signe que même le contre qui semblait pourtant à bout de souffle ne perd pas non plus énormément de terrain à moins de 15 km de l'arrivée maintenant. Scénario assez fou à moins de 15 km de l'arrivée. Clément Carizet couché sur sa machine. Théo Thomas qui l'accompagne, deux garçons qui se connaissent, deux garçons qui ont brillé tous les deux sur la même épreuve, c'est le Tour du Loiret. Et il y a quelques jours, puisque Théo Thomas a remporté une étape, Clément Carizet également. Bon, ça va être difficile de les départager aujourd'hui, difficile de faire un pronostic. A priori, Clément Carizet est plus rapide au sprint, mais voilà, à voir lorsque l'on voit toute la qualité démontrée par Théo Thomas depuis le début de cette étape et depuis le début de cette saison, tout est possible. Pour l'instant, il faut surtout arriver tous les deux. Ce qui est clair, c'est que s'ils arrivent comme cela ensemble, Clément Carizet est ce soir maillot jaune de l'Alpe Isère Tour. Oui, tout à fait. Alors que nous sommes entrés maintenant dans les 14 derniers kilomètres, voilà le passage sous la route départementale, donc 29, qui indique bien que Roadbook comme télé, donc nous sommes bien à 14 km de l'arrivée, 3 minutes. J'espère que l'écart qu'on nous indique est le bon écart, bien sûr. Pour moi, il est confirmé pour l'instant. Il vient de passer un petit peu plus bas. Il y a un instant confirmé à 3 minutes. On nous annonce maintenant 2,40 sur cette portion. Allez, là, la relance qui fait mal. Carizet qui a déchaussé d'ailleurs au passage. Ah ouais. Oula, c'est pas le moment de perdre pied, de s'inquiéter. Oh non, problème mécanique pour Clément Carizet. Crevaison roue arrière. Oh là là.
C'est terrible là pour Clément Carizet. Et Théo Thomas se retrouve donc Et- seul en tête. Et là, il y a un dilemme pour Théo Thomas parce que d'un côté, finir seul, ça va être compliqué. De l'autre, on peut pas se permettre d'attendre Clément Carizet maintenant. Il y va prudemment. Et d'ailleurs, le directeur sportif va lui donner la consigne. Je ne sais pas quel scénario on va trancher du côté de la direction sportive du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. J'ai l'impression qu'on lui dit d'attendre. Oui, ça c'est vraiment un scénario auquel on ne prétendait pas, bien entendu. Hein. Et c'est le vélo, Lilian. Hein. Franchement, chute, crevaison roue arrière, je crois, hein, pour Clément Carizet. C'est une crevaison qui est vraiment inopportune. En plus de ça, dans les 15 derniers kilomètres, oh là là, c'est vraiment... la faute a pas de chance, hein. Franchement. Tous les voyants étaient au vert. On va voir ce qu'il en est des écarts dans un instant. Et le problème, c'est que derrière, là, il n'y a pas de questions à se poser. Les Italian Green Project, eux, je suis même pas sûr qu'ils soient au courant et ils ne le sont certainement pas. On rappelle qu'il n'y a pas d'oreillette hein, sur cette épreuve. La seule consigne qu'ils ont, c'est de rouler à bloc maintenant pour reprendre cette échappée. L'écart est annoncé à 2,25. Et que va faire Théo Thomas pour l'instant, à part prendre un petit gel comme si il avait un instant de respiration. On n'a pas l'image hein, de Clément Carizet, voir s'il a pu être dépanné rapidement. Mais pour l'instant, Théo Thomas se retrouve tout seul. Et j'ai l'impression qu'on repart de plus belle. Allez, on a respiré, on a hésité un instant. Mais cette fois-ci, on repart pour Théo Thomas. L'aventure en solitaire. En attendant de savoir si Clément Carizet a pu être dépanné et est sur le point de revenir ou non. Oui, tout à fait. En tout cas, il y a 3 poursuites de 4 km à effectuer hein, avant de rejoindre Colombier-Saunier, même si on n'est pas sur pas la une piste. poursuite par équipe. Hein. Ouais, tout à fait. C'est vraiment de la poursuite individuelle actuellement pour l'homme de Villefranche-Beaujolais. Et regardez comme il essaie d'avoir des infos. Il a regardé la moto d'un air étonné, se dire je sais pas quoi faire. Et puis allez, on est gros plateau, on repart. Avec Clément Carizet qu'on n'aperçoit pas hein, depuis les motos sécurité. Là on nous donne quelques infos régie, quelques infos coulisses. Et Carizet visiblement qui... alors est-ce que c'était qu'une crevaison? Est-ce que c'était pire que cela? Mais pour l'instant on ne l'aperçoit pas derrière Théo Thomas. Donc voilà, il n'y a plus de questions à se poser pour Théo. Il y a 2 minutes 20, il y a 12 km. C'est possible, mais là il ne faut plus hésiter. Oui, tout à fait. En tout cas, si on se remémore l'incident de Clément Carizet, c'est à la sortie d'un virage. Hein. C'est à la sortie d'un virage où effectivement il a failli peut-être déjanter. 25 secondes d'écart entre Thomas, donc Théo Thomas et Clément Carizet, donc qui a certainement été dépanné, mais 25 secondes à reprendre alors qu'on a 160 km dans les jambes, c'est pas facile. D'autant que derrière, eh bien, ça roule très très fort hein, au sein de ce peloton, un peloton là encore que l'on voit très étiré maintenant dans les derniers kilomètres de cette étape. On ne sait pas trop donc au niveau de Clément revient, 15 hein. secondes, donc ça veut dire que Clément Carizet revient ou que Théo Thomas l'attend. Peut-être que Théo Thomas a eu des consignes donc, de la part de sa direction de course, de son directeur sportif. Ouais, en tout il cas. attend, il regarde derrière. C'est drôle de scénario. Il faudra pas avoir de regrets ce soir. Alors moi je me mouille pas. Hein. Franchement, le chapeau à la direction sportive parce que là il fallait prendre une décision, que ce soit du côté du coureur ou du côté du DS. Il fallait donner soit le feu vert, vas-y à fond, soit attends. Et dans les deux cas c'était risqué. Donc bon, on verra la conclusion surtout tout à l'heure. Et je crois qu'il faudra être admiratif tout simplement de la gestion de ce moment avec un écart avec le peloton qui est communiqué à 2 minutes 20. Ce serait extraordinaire. Malgré cet élément, on en termine sur une bonne note. C'est ce qu'on leur souhaite maintenant. Mais coup de sueur comme s'il faisait pas assez chaud. Hein. Ouais, c'est fou hein, de voir. Là vraiment, on est en direct et on le prouve à chaque instant. Hein. C'est le vélo avec effectivement un suspense total. Allez, et le c'est voilà. Ce qui est intéressant. Voilà donc la jonction entre Clément Carizet et Théo Thomas qui est imminente. Le voilà, donc Carizet qui
reprend la tête de course. Et là, je veux pas savoir ce qu'ils se sont dit, mais c'est pas impossible qu'on laisse la victoire d'étape à Théo et que Carizet aille chercher le maillot jaune. Je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai que là, Clément Carizet pourra remercier Théo Thomas de l'avoir attendu, mais de la même manière que peut-être Théo Thomas pourra remercier Clément Carizet de ses efforts s'ils en terminent tous les deux. En tout cas, l'aventure continue à 10 km de l'arrivée maintenant avec 2 minutes 20 au dernier pointage. C'est possible, c'est toujours possible. Oui, en tout cas, Lilian, et je crois qu'en fin coursier que tu étais, et en fin animateur que tu es devenu, je crois que... Plus animateur que coursier. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire dans ce final, c'est qu'il y a des intérêts communs, finalement, entre Théo Thomas et Clément Carizet. Il y a, d'une part, bien sûr, la victoire d'étape. C'est une évidence, mais il y a aussi le maillot jaune de leader. Donc je crois que ces intérêts sont communs. Ils ont donc un intérêt, c'est celui de s'entendre dans ces 10 derniers kilomètres, parce que nous sommes entrés de toute façon dans les 10 derniers kilomètres de cette étape. Nous devons nous situer maintenant à la sortie de Pusignan en direction de Janeria. Voilà donc la situation telle qu'elle est. C'est vrai que ce final avec ces gendarmes allongés, ces dérivations, etc., facilite plus des échappées qu'un peloton. On voit les coureurs, les deux coureurs de tête qui essayent de passer soit à droite, soit à gauche pour éviter les soubresauts de la route quand ils le peuvent. Le peloton, lui, il ne peut pas. Hein. Donc c'est vrai qu'un peloton avec peut-être une centaine de coureurs, c'est pas facile, sauf pour les premiers. Voilà, sortie de Pusignan maintenant pour les deux coureurs de tête. Deux coureurs de tête, 9 km à l'écart descendu à 1,40 hein, et on va continuer de travailler ensemble. Derrière, c'est la formation DSM qui assure le tempo. On est juste repositionné pour AG2R Citroën. Jordan Abetz, le maillot jaune, est idéalement placé également. 1,20 au dernier pointage et c'est pas joué. On va trembler comme un charvieux, hein, je pense, avec un final qui s'était joué pour 5 petites secondes. Et les jambes sont lourdes pour Théo Thomas et Clément Carizet malgré tout sur ces... pont d'autoroute, là au sens propre, hein, puisqu'on est autour des portions autoroutières de l'Est lyonnais et on prend les relais, je ne vais pas dire des relais courts, on prend les relais qu'on peut, surtout pour Théo Thomas comme pour Clément Carizet. 1 minute 20, 8 km et on ne se regardera pas hein, jusqu'à l'arrivée, il va vraiment falloir tout donner. C'est plus qu'indécis. Oui, surtout que Clément Carizet a dû fournir quand même un effort relativement important pour revenir sur Théo Thomas. Il ne faut pas l'oublier quand même. Clément Carizet, victime d'une crevaison à moins de 15 km de l'arrivée. Il a fallu bien entendu qu'il soit dépanné. Ça déconcentre toujours un coureur quand effectivement à moins de 15 km de l'arrivée, on est victime d'un incident mécanique ou d'une crevaison comme ça a été le cas pour Clément Carizet, le coureur de Charvieux-Chavagneux Isère Cyclisme. Mais c'est vrai qu'il a fallu donc qu'il fournisse un effort pour revenir sur l'homme de tête qui est Théo Thomas. Donc c'est pas simple à gérer quand on a pratiquement 165 km de course dans les jambes. Alors que Victor Jean est en train d'être repris hein, avec Raphaël Mosca par le peloton. On est déjà là, hein, déjà sur ce fameux pont avec les dernières consignes hein, pour ces coureurs avec allez, une information importante et une lueur d'espoir encore un petit peu plus pour ces deux coureurs. C'est que dans le prochain village, on va tourner à droite et reprendre Vando. On va prendre en direction du sud. Les coureurs qui sont au-dessus de nous sur la carte, qui vont replonger vers le sud en direction de Colombier-Saunieux. Ça va être vent de dos sur les derniers kilomètres. Donc ça peut également les accompagner parce que le peloton, lui, se fait menaçant. Je suis pas certain que la minute 20 il soit toujours et on voit clairement une différence de style maintenant. On bute dans cette portion, seulement 55 secondes au dernier pointage. Oui, tout à fait. Et nous allons donc quitter une nouvelle fois le département de l'Isère pour entrer dans le département du Rhône. Ce sera donc à ce moment-là les 5 derniers kilomètres de cette étape. Il faudrait qu'ils aient allé en gros au moins 40 secondes hein, pour ces 5 derniers kilomètres à mon avis. Si ils veulent pouvoir prétendre à la victoire finale ici à Colombier-Saunieux, au moins 40 secondes à mon avis.
Au moins 40 secondes, on est de retour dans le département du Rhône. Et signe que ça souffle, hein. Regardez comme le peloton essaie vraiment de se positionner. Chacun essaie de se mettre à l'abri. On a quelques vagues. Attention aux bordures. Avec voilà, l'entrée dans l'avant-dernière localité du jour. On est à Janiras. Et on va aller tourner à droite dans un instant, reprendre la direction du sud. Peut-être... je vais pas dire souffler, mais reprendre en tout cas des portions plus favorables à cette échappée, alors que derrière ce sont les Alpecin qui reviennent également prêter main forte en tête de peloton. On voit Noah Isidore idéalement placé, facilement reconnaissable, avec le maillot blanc de meilleurs jeunes. Et l'écart 50 secondes à 6 km de l'arrivée. Allez, le virage à droite. Et maintenant c'est Vando, pas exactement jusqu'à l'arrivée, mais on a 4-5 km maintenant avec le vent plus favorable. La relance immédiate de ces deux coureurs, 50 secondes, 6 km à tenir. Oui, tout à fait. Donc encore effectivement 1 ou 2 kilomètres. Si effectivement l'écart se situe à 40 secondes dans l'entrée sur le département du Rhône, ils peuvent entrevoir, je dis bien entrevoir la victoire. Tout à l'heure, Lilian nous parlait effectivement de Théo Thomas, peut-être moins rapide effectivement que Clément Kérizet. Et regardez, c'est le maillot jaune qui fait le tempo en tête de peloton maintenant. Le maillot jaune en personne, soit pour se sauver lui-même, soit pour emmener l'un de ses compatriotes vers le sprint pour la formation Metec, avec les cartes à jouer peut-être de Roland, de Van Vliet. C'est situation étonnante de voir le maillot jaune en tête de peloton. En tout cas, ça prouve que ce coureur, donc Jordan Abetz, le dossard 53 de la formation Metec Solarwatt, est vraiment en très très grande condition physique. Lui aussi, je pense que c'est une future grosse pointure. Il a fait merveille tout au long de ses 3 premières étapes. Qu'en sera-t-il demain ou après-demain? Ça, c'est un autre problème, bien entendu. À chaque jour suffit sa peine. En tout cas, bravo à ce jeune coureur. Donc, retenez bien son nom, Jordan Abetz. Allez, 5 km. Le panneau, les deux hommes. On imagine comme ça brûle dans les jambes avec toujours ces petits faux plats. Clément Kérizet et Théo Thomas. Ça doit toxiner très très fort chez Kérizet et Thomas, parce que franchement c'est dur. On aperçoit effectivement le jeune coureur là, de Villefranche, Beaujolais, Théo Thomas, qui souffre, le martyr Théo Thomas. Mais c'est vrai que la victoire elle est quand même au bout. Voilà, donc on vient de quitter où on rentre dans Saint-Ours. Donc je crois qu'on sort de Saint-Ours. Voilà, Saint-Ours, donc c'est à à moins de 5 km de la ligne d'arrivée. Les coureurs sont passés, Lilian, au panneau des 5 km, je crois. Ils sont passés aux 5 km et on tremble toujours. 40 secondes, c'est l'écart communiqué, mais on a vu tous les véhicules repasser à l'avant. Du côté du corps arbitral, on se prépare à l'éventuelle jonction, mais c'est pas fait encore. 40 secondes. Kérizet se retourne, il est inquiet, Clément. C'est sûr qu'il y a de quoi. Ce soir, il ne faudra pas lui demander. S'il n'est pas maillot jaune, je pense qu'il ne faudra pas avoir l'interview. On aura le visage un petit peu fermé, on le comprend amplement. Parce que cette crevaison à 13 km de l'arrivée, alors il aurait pu y avoir à ce moment-là 1 minute 30. Et puis, bon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais ici, s'ils se font reprendre à 3 km de l'arrivée, c'est vrai qu'on pourra maudire finalement cet enchaînement et cette crevaison. La conclusion, elle est de dire que sans crevaison, ils avaient course gagnée à mon avis. Franchement, sans crevaison, je crois que Clément a dû perdre quand même une petite vingtaine de secondes à mon avis. Et ces 20 secondes, elles peseront peut-être très lourd dans la balance ce soir à Colombier-Saunieux, alors qu'on aperçoit au loin donc le clocher de l'église de Colombier-Saunieux. Ça veut dire que ça sent bon, effectivement, pour les deux coureurs de tête, alors qu'il n'a plus que 35 secondes d'écart entre ces hommes de tête et le peloton. Plus une seule moto, plus un seul véhicule entre la tête de course, bien sûr, et le peloton qui va apercevoir dans les lignes droites qui précèdent la ligne d'arrivée, bien sûr, qui va apercevoir les deux hommes de tête. L'avantage d'Elian, c'est, je ne sais pas si tu as reconnu quand même le dernier kilomètre. Oui. C'est tortueux. C'est tortueux, mais c'est en descente. Donc ça peut effectivement être un léger avantage pour deux coureurs. Il y a une route qui est relativement large.
un beau revêtement qui a été refait il y a quelques mois seulement. C'est vrai que c'est pas mal pour deux Ouh là là, on est sorti un peu large, j'ai l'impression. On a dû toucher un mur là au niveau des coureurs qui étaient à l'extrême droite du peloton. J'espère que tout va bien. En tout cas, le peloton, on le voit, hein, qui doit être prudent dans ce final. On est dans la traversée de Saunieux. On parle de Colombier-Saunieux. Voilà, on est à Saunieux. On va rejoindre Colombier dans un instant avec les Italiens de la Green Project. Là, même la motocaméra qui a un peu de mal à manœuvrer dans ce final. C'est fou. C'est un final de fou, hein, franchement. C'est impressionnant de voir comment donc ces courses de classe 2.2 se jouent en fait au millimètre, quoi. C'est quand même un truc de dingue, quoi, franchement. On retiendra en tout cas aujourd'hui cette offensive d'abord à 4 coureurs: Raphaël Mosquet, Victor Jean, Théo Thomas, Clément Carizet, et puis finalement ces deux hommes, Carizet et Thomas, à bout de souffle. J'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe? On avait plus les derniers écarts. J'ai l'impression qu'on s'est retourné comme si c'était fini. Mais voilà, on essaie d'aller aux infos. On bute chez ces deux hommes qui se retournent encore. Il est inquiet, Clément Carizet. Grande Très ouverte. Inquiet. Allez, on s'encourage encore un petit peu. Le coup de pédale, c'est plus le même, hein, forcément. Mais allez, une dernière relance. Théo Thomas qui est dressé sur les pédales. L'entrée dans Colombier-Saunieux à moins de 2 km de l'arrivée. Les derniers faux plats montants. Et ensuite, allez, ces derniers retours. On a passé le panneau. On va voir ce qu'il en est. Maintenant, on n'a toujours pas passé le panneau de l'entrée dans l'agglomération. C'est ici, hein, donc il doit y avoir 15 secondes à tout casser. Et un virage sur la gauche avant d'entrer dans le circuit d'arrivée. Voilà donc les deux hommes de tête qui virent à gauche, qui vont entrer maintenant dans le dernier kilomètre. Hein. Je dis bien dans le dernier kilomètre de cette étape. Ils vont apercevoir la flamme rouge. Et je ne comprends pas pourquoi là. Ah non, là, faut pas se regarder. Hein. On s'arrête. Il y a trop d'enjeux. C'est un maillot jaune pour Clément Carizet. Hein. Il faut y aller. On comprend qu'on est à bout de souffle. Mais là, c'est trop dangereux de se relever maintenant. 1 km 400, la flamme rouge, hein, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le dernier kilomètre, le peloton est juste là. Pourquoi Clément donc il faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre là. Hein. Si on veut le maillot ce soir, alors bien sûr qu'une victoire d'étape ce serait historique. Mais là pour Clément, c'est un maillot jaune. Hein. Il n'est qu'à 10 secondes. Il suffit d'avoir une toute petite poignée, hein, sur les lignes. Ouais, il a les bonifs. Voilà, on est dans le faux plat descendant là. On le voit bien. Donc il y avait d'abord une descente d'à peu près 400 mètres. Là maintenant on est en faux plat descendant. Les coureurs vont ensuite virer sur la gauche. Ah, allez, ça va le faire. Ouais. Et et Théo Thomas qui relance. Hein. Clément Carizet. S'il est deuxième à 4 secondes, il est maillot jaune, ils sont là. Clément Carizet va faire coup double énorme pour Clément Carizet. C'est fabuleux. Un ogre aujourd'hui. Théo Thomas deuxième. Et je me demande si c'est pas le maillot jaune qui vient faire également dans le top 5. Non, il était un petit peu plus loin. Ça a tenu bon, mais on a joué avec le feu là pour les deux hommes de tête. Ouais, on est déçu pour Théo Thomas, qui l'a mérité également. Mais voilà, Clément Carizet a joué à l'og. Il vient apporter une superbe victoire à Charvieux-Chavagneux-Isère Cyclisme pour le maillot jaune. 10e de la saison, hein, les Lions. La 10e victoire pour Charvieux, qui fait une belle année 2023. Et on va être attentif aux écarts. C'est Warlope qui vient de terminer à 3 secondes. Je suis même pas sûr qu'il soit maillot jaune, Clément Carizet. On va recompter. Il avait pris 8 secondes de bonification. Il en prend 10 sur la ligne. Si, bien sûr, il gagne l'étape, ça suffit pour Clément Carizet. S'il avait fait deuxième, ça ne passait pas. Pour moi, il est maillot jaune. Il est maillot jaune. Il y a 3 secondes d'avance sur le peloton et la déception, hein, de Théo Thomas. Alors que je crois que du côté de Charvieux, on vient même mettre un deuxième garçon dans le top 5. Peut-être le Suisse Aibi, qu'on a vu donc sur les routes du Tour de Romandie notamment. Et Antoine Aibi, qui fait donc lui aussi une très très belle saison au sein de Charvieux-Chavagneux-Isère Cyclisme. En tout cas, donc... beau doublé pour Clément Carizet, la victoire d'étape, le maillot jaune, et puis aussi le classement des sprints, à mon avis. Oui, hein, tout à fait.
Donc ça sera un beau cumul pour le leader de la formation de Charvieux-Chavagneux Isère Cyclisme. Il n'aura pas volé. Hein. Ouais, et c'est Loris Kos qui fait 5e pour Charvieux. Ah, c'est Loris Kos, très bien. Colby Simmons avait pris la 4e place, celui qu'on avait en interview ce matin. Eh bien, on avait vu juste joli sprint pour lui. Anthony Chamra-Dumont est 7e pour le Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Frémé Raya est 8e pour le compte de l'équipe Q36.5. Yente Michels pour l'équipe Alpecin est 9e. Lorenzo Conforti 10e. C'est un joli top 10, mais surtout un sacré coup de force. Doublé français. Clément Carizet, Théo Thomas, mais le premier a tout pris. Aaron Dox est 11e et on va essayer d'avoir la réaction de Clément dans un instant. On va le laisser souffler, mais on va le retrouver bientôt en interview. On va faire une très courte pause en écoutant monsieur Pierre Marmonnier, maire de Colombier-Saunieux, avant de basculer en plateau et d'avoir la réaction, on l'espère, de Clément Carizet, nouveau maillot jaune de l'Alpe Isère Tour. Nous avons bien sûr grande confiance en l'organisation de l'Alpe Isère Tour, puisque c'est une longue histoire vis-à-vis de la communauté de communes de l'Est lyonnais, puisque au tout départ, ce sont 3 communes, Toussieux, Genasse et Colombier-Saunieux, qui accueillaient individuellement cette Alpe Isère Tour, qui était à l'époque le Rhône-Alpes Isère Tour. Le souvenir que j'ai de l'Alpe Isère Tour, c'est la première fois qu'on a pu l'avoir sur notre commune, et où j'ai été surpris de cette organisation digne du Tour de France et qui était vraiment extraordinaire pour nous. On n'en est pas revenu, en fin de compte, pas grand chose à faire au niveau technique, tout était organisé, fait, et le jour de la course, une grande fête organisée. Un souvenir lié au cyclisme, je vais d'abord attaquer par vous dire que j'ai la chance d'être le parrain d'une championne du monde de ski qui s'appelle Marion Roland. Et Marion Roland a comme grand-père Antonin Roland, qui se trouve être un fabuleux cycliste des années 50, puisqu'il faisait partie de l'équipe de Louison Bobet, de l'équipe de France. Il a fait plusieurs Tours de France, il a gagné des maillots jaunes, il a gagné des étapes. Vraiment, ça a été quelqu'un de très, très grand. J'ai pu découvrir un peu le cyclisme, et surtout découvrir le cyclisme des années 50. Et je mesure maintenant l'évolution qu'il y a eu entre les années 50 et aujourd'hui avec l'Alpe Isère Tour, quand je vois cette organisation et vraiment tout ce qu'on fait maintenant au niveau technique. Cette année, on va essayer enfin, c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on a un peu la décision de faire l'arrivée de l'étape devant les écoles, avant la sortie des classes, de façon à pouvoir faire intervenir tous les gosses des écoles au moment de cette arrivée. J'espère aussi, peut-être qu'on invitera Antonin Roland qui fêtera bientôt ses 99 ans. Alors, cette étape qui se passe sur la communauté de communes de l'Est lyonnais, alors cette année, bien sûr, on a la chance, nous, d'avoir le siège de la communauté de communes sur la commune, donc il va partir de la commune et arriver dans la commune. C'est une étape pour nous très importante, déjà, parce que la marque de territoire de la CCEL, c'est territoire d'envol. Alors, bien sûr que si la personne qui gagnera cette année à Colombier-Saunieux peut s'envoler à la victoire finale, pour nous, ça serait que du bonheur. J'aimerais quand même remercier, bien sûr, les Michel, je dirais, Michel Baupe, c'est le grand organisateur, mais aussi Michel Fayet. On a vraiment tous les trois là, pas mal d'amitié entre nous, et merci de venir chez nous, merci de cette organisation que vous faites et qui est vraiment sans faille. Voilà donc l'arrivée de cette 3e étape de l'Alpe Isère Tour ici à Colombier-Saunieux. Merci à monsieur le maire, merci aux équipes de la communauté de communes de l'Est lyonnais pour cette étape totalement folle et encore pas de sprint aujourd'hui. On l'attendait à Charvieux, on l'a eu en comité un petit peu réduit hier à Four. Mais on ne l'aura pas eu aujourd'hui puisque ces 2 hommes de tête seront allés au bout de cette aventure. Un départ qui a été donné très rapide. Tout à l'heure, on était déjà sur le territoire de Colombier-Saunieux pour le départ de l'aéroport Saint-Exupéry qui accueillait le départ fictif puis réel avec ce groupe de 4 coureurs, Raphaël Mosca, Victor Jean dans cette échappée aux côtés de Théo Thomas et de Clément Carizet. Ils ont effectué un bon bout de chemin tous les 4 pour tenter de rallier ensemble l'arrivée. L'écart qui était monté à plus de 7 minutes pour redescendre à quelques kilomètres plus loin, redescendre à 2 minutes. Et puis c'est là, ça a été le moment choisi par Théo Thomas pour essayer de redynamiser cette échappée. Théo Thomas qui est passé en tête sur les 4 ascensions répertoriées du jour.
eh bien, Théo Thomas avait décidé de relancer en compagnie de Clément Carizet. L'écart est remonté à 3 minutes. À l'arrivée, il y a 3 secondes dans un final fou marqué par la crevaison de Clément Carizet. Oui, un final palpitant, vraiment un final étonnant. Et la victoire donc d'un coureur souvent malheureux, hein, Clément Carizet, on le disait tout à l'heure, dans sa carrière professionnelle. Mais c'est vrai qu'on a peut-être assisté aujourd'hui à Colombier-Saunieux, alors qu'on a pris le départ de l'aéroport, à l'envol de Clément Carizet sur les routes de Colombier-Saunieux. On peut que le lui souhaiter, parce que c'est un garçon, Lilian, qui est en très grande condition physique, hein. Ça, on ne peut pas le nier. Faire ce qu'il a fait aujourd'hui, victime d'une crevaison, réparer, revenir sur l'homme de tête et puis remporter cette victoire. Bravo effectivement à Clément Carizet, leader de la formation de Charvieux-Chavagneux Isère Cyclisme. Il se rapproche de nous. Je te laisse le soin de l'interviewer. Ouais, on imagine ce final, Clément Carizet qui va pouvoir se rapprocher, lui qu'on a vu briller au Loiret, qui avait remporté une étape du Tour du Poitou-Charentes et que l'on va retrouver donc à mes côtés. Maillot jaune également, hein, sur les épaules ce soir à l'arrivée. Donc on va rejoindre le protocole dans un instant, mais Clément Carizet qui va pouvoir se rapprocher, félicité également par les membres de l'organisation. Un garçon très apprécié, Clément Carizet, qui va pouvoir prendre place à mes côtés pour cette interview du vainqueur. Clément, tout sourire, tout épuisé, on imagine quelle finale avec ces 3 minutes. Il fallait ça pour juste avoir le temps de crever en fait. Ouais, c'est ça, c'était super juste. On était 4, mais on a bien couru, roulé intelligemment toute l'étape. Je les ai bien drivés et ouais, voilà, on attendait un peu le dernier passage de BLR pour mettre en route et puis remettre un deuxième cran sur le final. Et c'est vrai que cette crevaison là, c'était stressant. Ouais. Alors on a vu en plus Théo hésiter un petit peu, voir s'il t'attendait ou pas. On imagine que ça aurait été difficile pour lui tout seul. Et puis bon, dans le final, on vous a senti épuisés tous les deux, c'est bien normal. Et on apercevait le peloton derrière. J'imagine, on vous a vu beaucoup vous retourner. Il y a eu de l'hésitation. Ouais, il y a eu pas mal d'hésitation. Ça faisait un moment qu'on donnait tout simplement. Puis il y avait quand même pas mal de kilomètres aujourd'hui. On est parti assez vite, hein, au final dans l'étape. On est parti au bout de 12 kilomètres. Donc c'était... Ouais, le final c'était super tendu et je pense que, je sais pas lui, mais moi j'étais pas loin des crampes, donc c'est vrai qu'on mettait un peu ce qu'on avait sur nos relais et puis après il y avait des petits temps de pause de temps en temps. Je pense que c'était pour qu'on récupère tous les deux, mais au final ça l'a fait, c'est top. Alors, on dit winner takes all, maillot jaune ce soir, victoire d'étape, parce que le maillot jaune, ça semblait pas te contenter, puisque dans le final, on vous a vu également vous regarder. C'était une situation très risquée. On avait l'impression que voilà, on voulait absolument cette victoire d'étape, alors qu'à un moment, j'ai cru dans ma naïveté que tu allais rouler à fond sans poser de questions à Théo, juste pour assurer ce maillot jaune. Non, tu voulais tout ce soir. Initialement, dans l'échappée, c'est vrai que j'ai joué un peu les sprints. Parce que si j'arrivais à passer les 3 en tête, ce qui n'a pas été le cas, je pouvais prendre le maillot. Et après, ouais, dans le final, je jouais plus l'étape que le maillot jaune, parce que le maillot jaune, c'est super beau, c'est symbolique, mais une victoire d'étape, ça reste une ligne au palmarès, contrairement à porter un maillot jaune, parce que je pense que dimanche, même si ça va être compliqué pour moi. Donc non, c'est bien. Alors un petit mot justement, parce que tu as un parcours de coureur cycliste très atypique, plusieurs passages chez les professionnels, une victoire en classe 1 sur le Tour du Poitou-Charentes, mais aujourd'hui gagné sur l'Alpe Isère Tour avec les couleurs de Charvieux-Chavagneux Isère Cyclisme à côté de la maison. Qu'est-ce que ça fait? C'est top, hein. J'étais encouragé tout le long du parcours. Voilà, ça fait 3 jours qu'on n'est pas loin de Charvieux, qu'on est sur le Nord Isère, donc franchement j'étais super bien supporté et il y avait beaucoup de monde qui scandait mon nom, même si je connaissais pas tout le monde, hein, bord de la route, mais ouais, c'est sûr que on se sent porté, ça donne beaucoup de force.
Eh bien, on va se laisser rejoindre le podium protocolaire. La journée continue quand on est maillot jaune. Félicitations à Clément Carizet. Félicitations à cette échappée du jour. Et vous entendez les applaudissements puisque le public a pu se glisser jusqu'à nous pour assister à cette interview que vous venez de vivre également sur les ondes de Télé Grenoble, de Direct Vélo, de Vélo Plus TV pour une superbe journée que nous avons vécue. Demain, un gros programme encore, Jean-Claude. On le disait, dans ton jardin, entre Monster au milieu et Saint-Maurice-l'Exil pour l'étape du Vercors. Oui, il va falloir, Lilian, se préparer parce qu'on part seulement à 11h30 demain, donc pour une étape de 185 km au travers du massif des Chambarans, du massif du Vercors notamment. C'est une étape extrêmement longue et exténuante qui nous est proposée demain. Dimanche, c'est le final dans la traversée de la Chartreuse. On va visiter tous les cols de Chartreuse, hormis le col du Coq, très difficile d'ailleurs, entre parenthèses. Et là aussi, donc, ça nous promet un final époustouflant avec plus de 4530 mètres de dénivelé positif. Voilà donc ce qui nous attend. Lilian, donc, je crois qu'effectivement, on peut tirer en guise de conclusion que l'expérience peut-être a payé aujourd'hui. L'expérience de Clément Carizet a payé. Chapeau à Théo Thomas, deuxième de l'étape sous les couleurs du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Chapeau à l'ensemble des coureurs qui en terminent encore aujourd'hui. On va se tourner, nous, du côté du podium protocolaire, à tous nos amis téléspectateurs du jour. On espère que vous avez aimé. Nous, on a transpiré en tout cas à suivre l'ensemble de ces coureurs. On vous donne rendez-vous demain à 14h30 pour les 60 derniers kilomètres environ de l'étape en direction de Saint-Maurice-l'Exil. Le rendez-vous de dimanche, ce sera 13h45 également pour le direct sur Télé Grenoble, Vélo Plus TV, Direct Vélo, Facebook, YouTube, tout ce que vous voulez. Aucune excuse pour ne rien manquer de menu alléchant de ce week-end. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée et à demain. Reprise et on suivra l'ensemble des coureurs et la préparation d'un éventuel sprint, aussi sprint qui doit y aller. Effectivement, et ce sont bien les couleurs de Métex Solarois que l'on retrouve aux avant-postes avec Yann Rollet Junior et qui effectivement étire. On remonte, et avec également 6 points qu'il est allé chercher dans la côte du Val d'Isère. Les meilleurs côtés de fois autour de quitter la nervosité que l'on a ressentie. Romain rejoindrait la ligne d'arrivée à reprendre tout cela alors qu'on aborde les 57 derniers kilomètres et qu'on prend un temps de ravitaillement dans la dernière bouchée de la coïncide de groupe. Toujours il va être battu par un coureur de l'équipe AG2R. Tout à l'heure pour la BNB Hôtel, on retrouve donc deux hommes forts et Sébastien Berwick s'impose.